Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui viennent d'arriver entre-temps. Donc on va commencer, tout doucement maintenant, maintenant que tout le monde arrive petit à petit. Donc je vais répéter, les questions, ça va se passer sur Slido. Donc, vous pouvez vous connecter soit directement via le lien et vous entrez le code EIC, soit vous scannez le QR code, qui apparaît à l'écran. Donc, c'est là où il y aura les questions et on va aussi, commencer, bientôt après une petite présentation du PCN pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va passer par un petit icebreaker pour un peu sonder, les personnes qu'on a, face à nous virtuellement, on va dire. Donc, voilà, rapidement pour, présenter le PCN pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis pour ma part Elsa Urquizar, je suis la coordinatrice du point de contact national concernant les appels EIC Pathfinder et Transition, même si aujourd'hui on va se concentrer sur le Pathfinder en plus challenge plus précisément. Et pour cette tâche, je suis accompagnée de Chiara Molinelli, qui n'est pas là, et qui ne reviendra pas avant un petit moment pour, congé maternité, mais qui est quand même présente dans les actions qu'on réalise, qui est chargée d'affaires Europe à l'université de Lille pour 60 et qui est à 40 sur cet emploi-là. Et Laurent Vol, que vous voyez aussi à l'écran, qui est, pareil, à 40 sur cet emploi-là et à 60 à la chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous voyez notre adresse, générique qui se trouve là. Vous pouvez nous contacter sans hésiter. On est tous les 3 derrière cette adresse, donc on vous répondra dès que possible. Et sinon, pour suivre l'actualité, le plus simple, c'est, de nous suivre sur LinkedIn et de s'ajouter à notre liste de diffusion. Donc voilà, pour le programme en soi, on va commencer par un petit icebreaker. On va faire un petit rappel sur, ce qu'est, l'EIC de manière générale, et puis Pathfinder Challenge plus précisément, et finir par une grosse session questions-réponses. Donc pour commencer, je vous invite à vous, connecter sur, Slido, comme, j'ai pu vous l'indiquer et je vais lancer un petit sondage, et je pense couper la présentation pour qu'on regarde les résultats ensemble. La première question que je vais vous poser, c'est, notamment, quels sont, les défis qui vous intéressent ou le défi qui vous intéresse? L'objectif étant de voir, bon, sur quelle question, sur quelle, thématique on va avoir le plus de personnes intéressées. Donc on va attendre un peu que tout le monde se connecte. Pour le moment, il y a 5 votants. Donc, OK. Bon alors attendez, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir. Alors attendez. On va partager tout de suite. Voilà, normalement, vous devriez voir les réponses. Donc on voit qu'il y a quand même une belle majorité, sur, le management et la valorisation, carbone dioxyde et nitrogène. OK, quantique, cardiogenomics, ça bouge un peu. Dommage, tout ne rentre pas dans la même page. Je vais voir si je peux pas dézoomer. Bon, ça ne change rien. OK, on a combien de votants là? Je ne sais pas. 16 a priori. Bon, ça fait déjà une bonne partie, donc OK. Bon, on va passer à la question suivante. Hop, je vais juste faire comme ça va être plus simple. Eh bien, écoutez, super, on a un petit aperçu. Ma deuxième question, est-ce que vous avez assisté au webinaire qui était hier organisé par l'AISMEA, donc qui est un webinaire qui a porté sur tous les challenges où il y avait la présence de tous les programmes managers en charge des appels? Donc voilà, je n'étais pas au courant quand même, oui. Une grande majorité de non quand même pour l'instant. Donc on va faire un petit point là-dessus quand même, pour, situer, quel était cet événement, pourquoi il est important que vous y assistiez au-delà de notre événement à nous, parce que nous, on est vraiment en support et on va plutôt répondre à des questions complémentaires de cet événement-là. Mais vous inquiétez pas, normalement tout sera en ligne, hein, donc rien n'est perdu. Donc pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas pu, y assister, parce qu'on voit que c'est quand même une grande majorité ou des personnes qui n'étaient pas au courant, hier matin, il y a l'AISMEA, donc qui est l'agence exécutive de l'EIC, qui a organisé cet événement, où il y avait tous les programmes managers de chaque défi et vous aviez des sessions de, je dirais 1 heure et demie, Laurent, je ne sais pas si je dis de bêtises, mais à peu près dans ces eaux-là, avec, le programme manager qui vous intéressait et il répondait à toutes les questions qui lui étaient posées. Il faisait une présentation du défi en détail, de comment va être sélectionné, le portefeuille de projet dans ce cadre-là. Donc vraiment, je vais le répéter plusieurs fois,
Déjà, nous, on n'est pas là pour apporter l'expertise scientifique que ces personnes ont. C'est les programmes managers qui détiennent la vérité sur les défis, on va dire, en général. Donc, il est très important, si vous souhaitez déposer, d'aller regarder dès qu'elles seront en ligne. On vous enverra un mail, on vous informera. Mais dès qu'elles seront en ligne, il faudra vraiment aller voir ces vidéos-là où les programmes managers répondent à toutes les questions. En fait, chaque programme manager a fait une lecture, du challenge guide qu'il a produit dans un premier temps et ensuite il y a eu sur Slido, un peu comme on le fait actuellement, une série de questions-réponses qui ont été, répondues. C'est surtout ça qui est intéressant. La partie orale des programmes managers était c'est toujours intéressant aussi d'entendre, comment c'est décrit, mais c'était pour beaucoup une paraphrase de ce qui est indiqué dans les challenge guides. Et donc voilà, effectivement. Et donc dernière question avant d'entamer. Est-ce que vous avez lu les challenge guides ou du moins, enfin, je dis les, mais est-ce que vous avez lu le challenge guide du défi qui vous intéresse? Ah, non, OK. On va attendre un peu que ça se stabilise. Bon, quand même, on a pour l'instant une belle majorité de oui. Je vois. Bon, ça a l'air de se stabiliser sur un oui quand même en majorité. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère que c'est parce que, vous allez le lire après, que vous n'avez pas eu le temps, parce qu'en même temps, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, vraiment ça, on ne le répète pas assez. Si vous souhaitez déposer sur un challenge, particulier, c'est pas une option, il faut vraiment lire le challenge guide parce que, il faut arriver à se positionner, à comprendre les enjeux dans ce, challenge, dans ce défi en particulier. Bon OK, on va arrêter avec ce petit icebreaker, ça nous permet de sonder, on voit que c'est assez quand même hétérogène en termes de défis et on voit que tout le monde n'a pas, encore, lu les challenge guides et les vidéos d'hier n'ont pas été, la pub n'a pas été assez bien faite, je pense. Donc il ne faudra pas hésiter à aller regarder ces replays qui sont vraiment ultra importants. Comme le disait Laurent, la session questions-réponses est vraiment super. C'est le moment, où on va avoir le plus de détails sur je sais pas, la sélection par portefeuille ou même des choses qui sont un peu, mal comprises ou qui peuvent porter à confusion à la lecture des challenge guides. Bon, je vais vous demander 2 minutes, le temps que je remette la présentation du coup, ça ne devrait pas prendre 3 ans, mais ça va le faire. Donc en tout cas, voilà, on va en profiter donc aujourd'hui pour rappeler ce qu'est le Pathfinder Challenge, même si j'imagine que la majorité d'entre vous connaissent au moins dans les grandes lignes. Hem, mais avant tout, on va recontextualiser surtout, ce qu'est Horizon Europe et où est-ce qu'on se situe. Donc Horizon Europe, c'est le programme cadre pluriannuel de la Commission européenne pour la recherche et l'innovation. C'est constitué en 3 gros piliers plus un pilier transversal. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas pour se positionner, pour se situer, nous on est dans le pilier 3 Europe innovante et l'instrument Pathfinder est issu de l'organe qu'on peut appeler le Conseil européen de l'innovation. Alors pourquoi le Conseil européen de l'innovation a été créé? Parce qu'il y a un constat qui a été fait sous Horizon 2020, l'ancien programme cadre pluriannuel, c'est qu'il y avait effectivement des technologies, enfin des appels qui couvraient des ambitions technologiques bas TRL, donc on va dire la recherche exploratoire à ambition technologique, via des appels qui s'appelaient les Future Emerging Technologies, qui se situaient dans le pilier 1. Et on avait également aussi des instruments, enfin un instrument PME qui permettait de, on va dire, pousser les dernières étapes de la mise sur le marché d'une technologie euh, qui était issue de la recherche. Donc on avait cet instrument PME qui se situait dans un autre pilier. Donc on n'avait vraiment aucune continuité. On avait ces deux instruments-là qui ne communiquaient pas du tout. Et donc comme vous le voyez, il manquait, on va dire, c'est un instrument pour couvrir cette fameuse vallée de la mort qui fait la place pour la collaboration entre le public et le privé. Donc, il y a eu une volonté sous Horizon Europe de changer cela en créant le Conseil européen de l'innovation, qui va se présenter comme un continuum sur toute l'échelle TRL, de l'échelle du TRL 1 à TRL 9. On a le Pathfinder qui vient remplacer, on va dire, le FET, le Future Emerging Technologies. On a le Transition qui ne remplace rien, vu qu'il n'y avait pas d'instrument, mais qui est vraiment là, toute nouveauté. Et on a l'accélérateur qui, on va dire, remplace l'instrument PME avec un système un peu différent. Donc voilà, tout est regroupé sous le Conseil européen de l'innovation
Alors, c'est pas parce que c'est un continuum qu'il faut absolument commencer par le Pathfinder pour aller à l'accélérateur. Vous pouvez postuler directement à l'accélérateur ou au Pathfinder. Le transition faisant exception, tout le monde n'est pas éligible. Ce n'est pas le sujet, mais je préfère le répéter dès que possible. Alors, quels sont les objectifs même de cette EIC qui a été créée? C'est de faire de l'Europe un leader en innovation. C'est surtout, en fait, permettre aux innovateurs européens d'être accompagnés pour le développement et potentiellement la mise sur le marché de technologies qui sont risquées. C'est-à-dire, on n'est pas sûr, quand on est en train de faire le développement technologique et la recherche exploratoire, qu'on va atteindre nos objectifs. Et en se positionnant comme accompagnant de ces innovateurs, en fait, ça permet de combler un vide, car les investisseurs privés ne sont pas attirés ou ne sont trop frileux, si je puis dire, bien sûr, pour aller, on va dire, soutenir ce type de technologie. Donc, c'est à ce moment-là que l'EIC se positionne pour vraiment dérisquer et donner les moyens aux innovateurs de montrer, de prouver par A plus B que leur technologie est viable et voilà, et potentiellement attirer donc par la suite des investisseurs privés. On peut aussi couvrir l'ensemble de l'échelle TRL, de la TRL 1 à 9, combler ce fameux fossé entre labo et marché. Et c'est donc financer des innovations radicales à haut risque, c'est-à-dire, comme je disais, on n'est pas sûr d'arriver à nos objectifs au début, même tout du long, et potentiellement qui va créer de nouveaux marchés, en tout cas qui va amener des bénéfices sociétaux et économiques très importants. Concrètement, la mise en œuvre de l'EIC, c'est 10,1 milliards d'euros pour 7 ans, avec un programme de travail qui est annuel, donc sous l'égide de l'EISMEA, donc l'EISMEA qui est l'agence exécutive de l'EIC. Donc ce programme de travail annuel, donc, il sort normalement, on va dire, fin de l'année. Il va mettre au clair les budgets pour l'année, les challenges pour l'année. Les challenges changent chaque année, et va donner les deadlines pour les différents appels de cette année-là. La priorité, elle est sur la deep tech et l'investissement à long terme, c'est-à-dire voilà, des technologies qui vont avoir un bel impact, un impact fort en termes de compétitivité internationale, qui vont avoir des aspects très positifs pour la société. Ça peut être via la médecine ou toute autre technologie qui est pertinente. Et donc de rupture, c'est-à-dire qui vont être, on va dire, réalisées et totalement nouvelles, jamais réalisées dans le milieu dans lequel ils se développent. Donc on est toujours sur des innovations multidisciplinaires et multisectorielles. C'est une volonté un peu transverse à horizon Europe et on a une logique assez hybride, c'est-à-dire qu'on va retrouver des appels bottom-up et des appels top-down. Donc clairement, ça veut dire des appels blancs, non thématiques, non fléchés et des appels thématiques fléchés, comme les Pathfinder Challenge pour lesquels vous êtes inscrits aujourd'hui, et dont on va parler plus précisément. Donc, pour revoir plus précisément la structure du Work Programme 2022 et même de manière générale, on a l'EIC Pathfinder, transition accélérateur, et donc cette logique binaire hybride, elle se retrouve donc dans les appels Open et Challenge que vous pouvez voir réapparaissent pour chaque instrument, que ce soit Pathfinder, transition ou accélérateur. Là, les Pathfinder, comme vous le voyez, c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Et on a 6 appels différents, 6 défis technologiques et sociétaux différents. Et ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il y en aura 6. L'année dernière, il y en avait 5. Donc voilà, ça va changer et chaque défi, enfin, aucun défi n'est amené à venir 2 années de suite. Donc, les principes même du Pathfinder Challenge, ça va être de proposer des technologies qui ont cette notion de high risk, high gain. Un peu mentionné, c'est-à-dire qu'on est sur de la recherche exploratoire technologique. Donc, de ce fait, on n'est pas sûr d'arriver à ces objectifs parce qu'on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. On vise quelque chose de très ambitieux. Donc, il ne faut pas cacher ces risques-là. Ça fait partie vraiment intégrale du Pathfinder et de sa philosophie. Il faut montrer qu'on a des risques parce que c'est quelque chose d'ambitieux, mais il faut montrer qu'on les maîtrise, ces risques-là. Donc, il ne faut vraiment pas le cacher. Ça fait partie de sa philosophie. Pour chaque défi, pour la particularité du Pathfinder Challenge, on a un portfolio de projets, un portefeuille, donc plusieurs projets qui vont être sélectionnés, qui vont alors avoir des expériences et des approches complémentaires ou concurrentes. En tout cas, c'est selon le challenge. Vous avez dû lire pour la plupart les challenges. Vous avez dû lire la sélection par portefeuille qui avait été décrite par les différents programmes managers. En tout cas, c'est une logique de je vais sélectionner plusieurs projets pour arriver aux ambitions de mon challenge, de mon défi en particulier. Et pour chaque défi, donc, on a un programme manager qui est, on va dire, le grand Manitou du défi. Il peut y en avoir 2, mais voilà, on va dire la majorité du temps, il y en a un.
qui est le grand Manitou, qui va décider de la feuille de route technologique et d'affaires de son portfolio et qui va être le rédacteur en fait de son challenge guide. Donc, et c'est ces personnes-là, donc les programmes managers, qui étaient présents hier lors de l'événement. Donc, c'est pour qui les Pathfinder Challenge? C'est des consortiums de 3 entités légales différentes, issues de 3 pays différents. Donc, les 3 pays différents, il faut que ce soit des États membres et ou États associés. Attention aux États associés parce que tout le monde ne l'est pas. C'est pas automatique. Par exemple, la Norvège est un pays associé, la Suisse ne l'est pas. Le Royaume-Uni, pour l'instant, n'est pas un pays associé. Alors, il y a des fonds de garantie qui sont proposés par le gouvernement britannique, mais faites bien attention. Déjà, il ne faut pas du tout miser sur cette éligibilité. C'est-à-dire que là, les 3 pays associés, les 3 pays différents qu'il faut pour être éligible, il ne faut pas compter sur une entité britannique. Parce que si, au moment de l'acceptation de votre projet, l'accord d'association n'est pas encore officialisé, vous n'êtes pas éligible. Et en fait, même au moment de l'évaluation, je ne suis pas sûre que ça passe. Mais donc voilà, en tout cas, il ne faut vraiment pas miser sur l'Angleterre, le Royaume-Uni plutôt, pardon, pour miser, pour être éligible. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire participer des entités britanniques. Soit elles se financent elles-mêmes, soit vous comptez sur les fonds de garantie proposés par le gouvernement britannique. En tout cas, on vous laisse vous renseigner. Et le PCN juridique et financier a fait plusieurs articles là-dessus, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les regarder. Et sinon, on peut être aussi monobénéficiaire ou bibénéficiaire, toujours si c'est bibénéficiaire, toujours 2 pays différents, on ne peut pas faire des projets franco-français. Mais attention, pour tout ce qui est monobénéficiaire et bibénéficiaire, ce n'est pas tous les challenges. Il y en a 2 cette année, si je ne dis pas de bêtises, on va les voir juste après. Donc de base, si vous ne voulez pas postuler sur ces 2 challenges qu'on va mentionner, vous avez la règle de base, 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. La deadline, c'est le 19 octobre à 17h. Environ 4 millions par projet. C'est selon les besoins, c'est-à-dire que ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Il ne faut pas lésiner, enfin, il ne faut pas couper l'ambition de votre projet pour entrer dans les 4 millions. Bon, après, si vous allez jusqu'à 10 millions, voire déjà 6 millions, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas 4 millions pile. Vous pouvez aller un peu au-dessus, vous pouvez aller un peu en dessous. La durée de 36 à 60 mois, c'est une belle fourchette parce que en fait, c'est toujours pareil, c'est selon l'ambition de votre projet. Il faut que ce soit en cohérence avec les ambitions, la preuve de principe que vous voulez avoir à la fin, etc. etc. Parfois, on a vu dans des challenge guides, alors je ne sais plus si cette année c'est le cas, des programmes managers qui expliquent qu'ils veulent que des projets de 60 mois, d'autres qui disent qu'ils veulent que des projets de 4 millions, mais pas en dessous, sinon c'est pas assez ambitieux. Donc, bien attention à lire les challenge guides. Et puis le budget pour cette année de 167 millions. Et l'année prochaine, du coup, parce que c'est un appel récurrent, comme tous les appels de l'EIC, bon, ça ne sera pas les mêmes challenges, mais le prochain sera en octobre 2023. Donc, comme on disait, par challenge, par défi, si je puis dire, un appel, c'est-à-dire que sur le portail de la commission, vous avez 6 appels différents qui ont juste tous la même deadline, mais c'est bien 6 appels différents. Vous avez un challenge guide à lire absolument par défi, un portfolio, donc un portefeuille de projet qui va être sélectionné, et un programme manager. Ou 2. Mais en tout cas, il y a une entité qui représente et qui drive le portefeuille de projet. Et donc, les challenges de cette année, j'imagine que vous les connaissez, donc je ne vais pas refaire un point dessus. Mais comme vous voyez, ceux qui ont les 2 petits logos, attention, c'est ceux où vous pouvez être monobénéficiaire ou bibénéficiaire. Donc voilà, on en a 2 cette année sur les 6 qui sont concernés. Si vous n'êtes pas dans le cas de ces 2 challenges, vous ne pouvez pas être monobénéficiaire ou bibénéficiaire, c'est 3 ou plus. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails des challenges parce que, c'est vous les experts, dans le sens où là, on rentre dans des thématiques assez précises. 2, hier, il y a eu l'événement vraiment qui répondra à toutes vos questions et je pense que les programmes managers sont d'autant plus légitimes et pertinents pour vous présenter ces challenges-là. Donc, on va passer rapidement dessus. Je ne vais pas passer les slides comme ça. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions techniques sur les challenges, si vraiment il y a des incompréhensions, déjà, vous pouvez nous les faire remonter par mail. Nous, on peut aller poser les questions au programme manager. Vous ne pouvez pas contacter les programmes managers. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais non, ce n'est pas fait pour. C'est les PCN qui peuvent faire remonter les questions que vous aurez. Par exemple, vous avez un doute sur votre thématique ou votre objet d'étude. Est-ce qu'il va rentrer dans le cadre du challenge? Nous, on peut toujours écrire au programme manager pour demander de façon neutre est-ce que cette thématique pourrait être prise en compte. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Et d'abord, avant toute question que vous aurez, lire les challenge guides et regarder les vidéos
d'hier, où je pense que vous aurez beaucoup de réponses. Donc en tout cas, voilà, qui intéressait beaucoup de personnes aujourd'hui. On est sur des questions là qui sont liées au Green Deal et même qui sont en écho avec les missions Horizon Europe pour ceux qui connaissent, que ce soit le climat, océan et les villes. Donc l'objectif même de ce challenge-là, c'est de développer un processus, une technologie ou des matériaux qui sont nouveaux afin de permettre la capture, la conversion et la réutilisation du CO2 et ou nitrogène au travers d'une application pour un secteur spécifique. Donc, il faut en fait que la preuve de principe de votre projet soit de fournir le dispositif et les opportunités de son intégration dans un système. Donc voilà, après on a mis des petits points pour retracer on va dire les éléments clés de ce challenge. Hein. C'est pas du tout exhaustive. Donc voilà, capture et réutilisation, récupération et recyclage depuis l'air, le sol, l'eau et les matières organiques. Donc faut vraiment faire attention à quel type de preuve de principe vous est demandé, dans quel contexte, quel est l'objet ciblé, etc., etc. On a en deuxième tout ce qui est stockage d'énergie. Donc ça va aussi dans le cadre du Fit for 55, aussi dans l'objectif de la neutralité de climat qui est mis en place pour 2030. En fait, en général, il faut vous dire que les challenges qui sont sélectionnés, c'est parce que c'est des éléments où l'Europe souhaite se positionner. Donc, ils font écho à des politiques qu'elle a déjà mises en place et sur lesquelles elle souhaite vraiment mettre l'accent. Donc, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le côté binaire entre les appels blancs et les appels thématiques, c'est que les appels blancs, ça permet aux innovateurs de proposer des technologies qui sont pertinentes et laisser libre cours à l'imagination des experts du terrain comme vous pouvez l'être. Et le positionnement sur les thématiques, c'est pour permettre à la commission de faire plutôt redescendre les priorités qu'elle a et sur lesquelles elle veut que la communauté soit sollicitée. Donc là, c'est développer un process, une technologie ou encore un matériau disruptif pour le stockage d'énergie thermique, électrique ou combinée depuis quelques jours jusqu'à plusieurs mois pour des applications stationnaires de taille moyenne à grande. Bon, voilà, c'est très, très large. La preuve de principe doit être le dispositif et son intégration à plus grande échelle. Et après, voilà, on vous a mis les différents éléments qui sont demandés dans le Challenge Guide, des solutions de stockage, des stockages passant par un porteur énergétique intermédiaire. Voilà, moi, j'avoue que je ne suis pas du tout experte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans le sens où je ne serai pas à même de comprendre les subtilités. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous remonter les questions, parce que nous, on fera passer l'information à l'expert qui est le programme manager. Peut-être juste préciser Dis-moi. à ce stade, si tu peux revenir en arrière, une slide. Voilà. On vous a mis à certains endroits des choses en négatif, c'est-à-dire elles sont précisées dans le Challenge Guide, mais c'est important de voir qu'il y a des choses qui sont spécifiées comme étant bien hors champ du call. Voilà. Donc, comme par exemple ici, sur ce challenge, des solutions qui seraient réduites à des dispositifs micro-portables ou à l'échelle d'un seul bâtiment, par exemple. Voilà, on est sur de la moyenne ou grande échelle. Merci Laurent, effectivement, c'est important et on va y venir aussi sur la technologie quantique qui est ambitionnée, où voilà, on a déjà un gros appel qui s'appelle Quantum Flagship et comment en soi cet appel-là qui est thématique du Pathfinder Challenge n'est pas un bis repetita de ce gros appel, si je ne dis pas de bêtises. On va y venir. Sinon, finalement, Cardiogenomics, donc là en soi, c'est toujours dans tout ce qui est biotech, medtech. On va viser des maladies cardiovasculaires et en fait l'objectif même ça va être en fait de développer des nouvelles thérapies, de nouveaux processus pour viser de nouveaux systèmes de développer de nouvelles thérapies, de nouveaux processus visant des maladies cardiovasculaires importantes telles les AVC, les anévrismes et toute autre maladie que vous pourrez voir dans le Challenge Guide. Notamment, hier, j'ai assisté à une partie de la présentation du programme manager. C'est la liste des maladies qu'il cite n'est pas l'entièreté de la liste. C'est-à-dire que si vous en avez une en tête qui est aussi pertinente et sur laquelle vous travaillez, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on fait remonter, hein, je le répète, mais il ne faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça.
et on demande confirmation au programme manager qu'elle rentre bien dedans. Mais c'est ce qu'il disait hier, il y a eu quelqu'un qui a posé une question sur une maladie dont j'ai oublié le nom. Il a dit: «Oui, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr, ça rentre dans les maladies cardiovasculaires, donc en fait, c'est totalement une maladie qui peut être citée». Donc voilà, ce le la preuve de principe qui est demandée, c'est, on va dire, de de présenter la preuve de principe de cette nouvelle thérapie ou du nouveau processus, de la technologie que vous ambitionnez pour, qui vise à soigner, à viser ces, maladies-là. Donc ça va être aussi, générer de la data qui va pouvoir être qui pourra être utilisée pour ces thérapies. Je sais qu'hier le programme manager a mis un vrai point d'honneur sur le fait que c'était aussi une manière de développer et de générer et d'analyser un nouveau genre de data via de nouvelles technologies potentiellement mises en place. Donc pour identifier de nouvelles cibles basées sur ces variants, pour rechercher de nouvelles solutions technologiques susceptibles de contribuer au développement et à l'accélération de thérapies de première classe pour les maladies cardiovasculaires majeures. Donc heu, donc voilà. Je suis navrée, on ne rentre pas dans les détails, j'espère que ce n'était pas, les attentes que vous aviez, mais comme il y avait le gros événement hier, on a essayé de faire un peu de pub pour faire comprendre que c'était à ce moment-là qu'il y aurait, un maximum de questions. Mais après n'hésitez pas à nous demander, ça se trouve on aura quand même la réponse au moment des questions. Et puis finalement, je vais passer la parole à Laurent. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc les 3 derniers challenges, donc ce 4e challenge, qui est le deuxième sur la santé, hein, donc Towards the Healthcare Continuum, Technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare. Alors c'est un des 2 challenges, vous aurez remarqué, qui permet, le dépôt de propositions monobénéficiaires. Voilà, donc c'est possible. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le contexte, c'est c'est quelque chose auquel on est tous confrontés au niveau sociétal, hein. C'est des systèmes de santé actuels qui sont plutôt en réaction qu'en prévention ou en proactif. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver à faire du suivi santé en continu, une réalité. Alors, les objectifs, c'est de développer une technologie disruptive, donc soit un dispositif, un instrument ou un système complet, pour des soins de santé proactifs, discrets. Alors, une chose quand même, on est, donc là, on est sur, je commence par le dernier bullet point peut-être. On est sur des pathologies, alors que vous m'excuserez le terme de profane, je ne suis pas ni médecin ni scientifique dans les sciences de la vie, mais on est vraiment sur des maladies, avec beaucoup de guillemets, «mortelles». C'est-à-dire que on a eu des questions, par exemple, récemment, si, la détection, et prévention, je dirais de la détérioration, de la vue, par exemple, ou de la cornée, pouvait rentrer. Non. On considère que, rentre dans ce suivi, préventif et proactif de la santé, uniquement des pathologies, type cancer, diabète, maladies, cardiaques pulmonaires, hypertension, des maladies infectieuses aussi type Covid. En fait, en gros, et excusez-moi encore une fois le terme un peu vulgarisé, des maladies qui entraînent une mort, à court moyen terme. La technologie ciblée donc doit suivre donc mettre en place un suivi de l'état de santé avec des éléments de médecine prédictive et des méthodologies qui sont fondées sur des preuves scientifiques existantes. Donc ça, on est sur quelque chose de disruptif, mais qui doit s'appuyer sur malgré tout ces preuves scientifiques existantes. L'objectif final, c'est une preuve de concept, avec des données qui permettent d'assurer une sécurité et des performances adéquates, et qui minimise aussi les faux positifs, hein, qui pourraient entraver une utilisation dans le monde réel. Il faut aussi que la technologie, soit cliniquement acceptable. Donc il faut qu'elle fasse l'objet d'une évaluation réussie, je dirais dans un cadre réel, ou tout au moins, qu'il soit, impliqué des utilisateurs. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, il faut pouvoir impliquer les utilisateurs finaux, que ce soit, des patients, ou je dirais des soignants. Donc l'étude d'une intégration future, en termes d'interopérabilité avec des infrastructures existantes, voilà, l'adoption et l'observance par les populations de patients appropriées, quelque chose qui est très important. Voilà, pour ce qui est de ce deuxième challenge santé.
Alors, voilà. Donc, ensuite, on passe à des challenges plus numériques, si je puis dire. Donc, avec ce système de stockage de données numériques sur la base d'ADN, bon, là, le contexte, c'est la croissance exponentielle des données avec les big data, une redondance de systèmes, de besoins de sécurité pour ces systèmes, un défi de la scalabilité des moyens de stockage actuels, leur impact aussi sur la transition écologique, sur l'environnement de ces systèmes électroniques qui sont gourmands je dirais en énergie, source de pollution, etc. Et aussi des problématiques de durée de conservation qui peuvent être limitées par les technologies actuelles. Donc là, il s'agit de développer une nouvelle technologie d'utilisation de l'ADN comme support de stockage de données. Donc, développer donc des nouvelles approches à la fois pour le codage, décodage, ou la modification et l'utilisation de ces données numériques dans de l'ADN synthétique ou d'autres. Enfin, ou d'autres, je dirais, chaînes séquences contrôlées. Des preuves de concept de faisabilité technique avec, je dirais, une comparaison par rapport à l'existant, hein, c'est-à-dire, il faut vraiment montrer il y a un apport en termes je dirais, de vitesse, de coût, de précision, de sécurité, etc. Élaborer des scénarios d'utilisation de bout en bout, c'est-à-dire ben, qu'on soit à la fois pour du stockage à long terme, comme de l'archivage, ou du stockage à court terme, voire même, je dirais, du stockage dynamique, si je puis dire, hein, comme la détection de la cryptographie ou du calcul. Donc là, on n'est pas sur du stockage, à long terme, mais plutôt, je dirais, emmagasiner des données qui sont réutilisées manière rapide. Et ça, c'est très important. L'idée est aussi de faire émerger, enfin, que ce portfolio de projets, hein, on vous a déjà évoqué ce terme de portfolio. L'idée du programme manager, c'est aussi que ce portfolio de projets fasse émerger et ancre un écosystème d'innovation sur les technologies de data autour de l'ADN. Et donc, il s'agit aussi de réfléchir dans les projets que vous pourriez déposer à la participation de partenaires ou d'utilisateurs finaux concernés par cet écosystème, notamment les aspects de normalisation qu'il faut pouvoir aborder dans le projet. Alors, il ne s'agit pas d'établir un schéma de normalisation, mais il faut, je dirais, avoir ça en tête dans la démarche. Là encore, ce challenge fait partie des deux qui est sur lesquels il est possible de déposer en mono-bénéficiaire. Et enfin, le dernier challenge, qui sont des approches alternatives, je dirais, au processing, communication et utilisation de capteurs sur la base de calculs quantiques. Donc là, on est bah, sur l'évolution de toute la recherche autour du calcul quantique, qui a été notamment au niveau européen souligné par la création du Quantum Technology Flagship. Et il y a un objectif politique, enfin politico-économique clair de faire de l'Europe une des régions les plus dynamiques pour la R&D quantique. Alors, ce Quantum Flagship, hein, il focalise sur des applications entre guillemets courantes, hein, les qubits, des capteurs, la cryptographie, etc. Ce n'est pas l'objet ici, et ça c'est hyper important de le souligner, surtout si vous êtes de ce domaine-là, j'imagine que vous connaissez bien ce qui se passe autour du Quantum Technology Flagship. Ce n'est pas l'objet ici de dupliquer ce qu'il s'y fait. Donc, si vous avez par exemple un projet qui aurait pu aller dans ce Quantum Flagship qui ne serait pas passé autre, ce n'est pas l'objet de le redéposer sous forme d'un Pathfinder. Ici, on est bien sur le fait de développer des approches différentes, innovantes, pour coder, manipuler ou stocker des infos dans des objets quantiques, pour exploiter, je dirais, des phénomènes quantiques peut-être de manière nouvelle, qui n'ont jamais été exploités jusqu'à présent pour le traitement de la communication et détection d'informations. Alors, il s'agit par exemple je dirais, de nouveaux modèles de codage de données dans les algorithmes quantiques, de simulation quantique utilisée enfin, à base de calcul quantique dans la science des matériaux, la chimie ou la pharma.
l'amélioration de la détection quantique par les circuits quantiques variationnels, la génération de lumière de haute qualité, et cetera, et cetera. Il s'agit aussi de créer une collaboration, avec les plateformes, les infrastructures et les écosystèmes qui existent dans ce domaine. Donc, en résumé, il ne s'agit pas de dupliquer ce qui est fait, mais d'en tenir compte et vraiment d'aller sur des approches un peu disruptives, autour de ces calculs et phénomènes, quantiques appliqués. Alors, donc, donc voilà, on vous a balayé rapidement les 6 challenges. Encore une fois, ni Elsa ni moi ne sommes experts, spécialistes d'aucun de ces domaines scientifiques, mais nous avons suivi, les webinaires d'hier. Nous vous indiquerons, heu, les liens pour les suivre, je dirais en replay, où là encore un certain nombre de questions qui ont été posées, assez diverses, jamais exhaustives, mais assez diverses, qui peuvent avoir un intérêt et compléter notre première présentation de ces 6 challenges. Alors, une fois ceci dit, quels sont les critères d'évaluation communs, si je puis dire, ou génériques aux Pathfinder Challenges? Donc nous avons, les 3 critères, hein, que l'on retrouve souvent, voire partout, je dirais dans Horizon Europe. Le premier critère qui est l'excellence, qui pèse 60 de la note, avec un seuil d'éligibilité à 4 sur 5. Donc là, il s'agit bien sûr je dirais, de montrer que, vos recherches, vos projets sont en lien avec les objectifs, du challenge, donc tout ce qu'on vient de voir dans les challenge guides, qu'ils sont, originaux, qu'ils apportent une réelle disruption et non pas je dirais une itération, avec une forte ambition et une percée technologique certaine, et que la méthodologie que vous exposez pour arriver à vos résultats, est plausible, ou tout au moins si les résultats ne peuvent être atteints, vous avez un plan B ou une manière je dirais de renforcer la crédibilité des évaluateurs, que vous avez la capacité d'y arriver. Deuxième critère, c'est l'impact, hein, qui lui pèse 20 mais vous savez qu'on est sur des appels très sélectifs. Donc, impact et mise en œuvre je dirais, sont tout aussi importants que l'excellence, hein, parce que c'est parfois là que peuvent se faire la différence en termes de notation. Donc sur l'impact, il est important, je dirais on y reviendra de toute façon sur chacun à la fin de la présentation tout à l'heure, là, dans quelques instants, on va revenir sur chacun de ces critères, mais sachez qu'il s'agit de montrer que vous avez un impact économique et sociétal. Donc l'impact économique et sociétal sur Pathfinder Challenge, l'avantage, c'est que c'est déjà un préambule de chacun des challenge guides, donc ça vous mâche un petit peu le boulot, si je puis dire. Que, vous amenez l'innovation potentielle, c'est-à-dire avec des possibilités d'exploiter derrière, de protéger les résultats, de les exploiter à la fois de manière, commerciale et industrielle. Alors il ne s'agit pas d'exploiter les résultats en fin de projet, mais d'avoir les voies qui permettent d'aller vers une maturation et une exploitation in fine. La communication et la dissémination, hein, donc qui sont 2 choses différentes, c'est-à-dire à la fois engager du public ou des parties prenantes, dans votre projet, diffuser, savoir comment vous allez diffuser et exploiter ces résultats. On l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de challenge guides précisent déjà quels sont les publics ou parties prenantes qui doivent être, impliqués. Et puis le dernier critère de qualité de mise en œuvre qui lui est un seuil de 3 sur 5, pèse aussi 20 Donc là, c'est la qualité, du candidat si vous êtes monobénéficiaire, ou du consortium, la complémentarité, à la fois géographique, scientifique, et aussi peut-être en termes d'implication dans la chaîne de valeur, plus amont, plus aval. N'hésitez pas à impliquer aussi peut-être des industriels ou des PME dans votre consortium. C'est pas obligatoire, mais c'est bien vu, et ça peut, si ça a si c'est pertinent. Un plan de travail cohérent avec, surtout une analyse des risques qui est précisée, et une bonne allocation des ressources à la fois entre les membres du consortium et les différentes tâches. Donc tout ceci s'écrit dans 3 sections de la partie dite partie B
les propositions, sur un maximum de 25 pages. Alors, le système d'évaluation du Pathfinder Challenge, c'est un système d'évaluation qui est en 2 étapes et qui diffère un petit peu, pour ceux qui en ont l'habitude, des Pathfinder Open. Tout d'abord, vous allez avoir une évaluation à distance par 3 experts évaluateurs. Et ces 3 experts évaluateurs vont ensuite, je dirais, constituer par leur notation une notation globale. Et toutes les propositions qui passent le seuil sur chacun des 3 critères, hein, rappelez-vous 4 sur 5, 3,5 sur 5, 3 sur 5, seront considérées par le comité d'évaluation par la suite. Donc, ce comité d'évaluation, il est constitué d'experts évaluateurs, mais qui sont différents de ceux qui ont constitué l'évaluation à distance, hein, plus le ou les programme manager. C'est-à-dire que chaque défi, chacun des 6 défis ou 6 challenges a son comité, et vous verrez dans la slide suivante qu'il peut y avoir certains défis qui peuvent avoir plusieurs programmes managers. Bon, ils sont de toute façon assez transparents, parce que si vous reprenez les webinaires par challenge de l'ISMEA, vous verrez quel était le programme manager qui était en charge. Mais bon, si je prends par exemple ceux que j'ai plus particulièrement suivis, il y avait un programme manager qui expliquait, mais qui précisait, notamment vous verrez entre celui qui est sur l'énergie et celui qui est sur le Green Deal, en fait les deux travaillent la main dans la main. Donc il est possible que les 2 programmes managers parfois soient impliqués dans ce comité d'évaluation. Donc là, c'est là où les choses sont un petit peu plus complexes et où j'appelle à votre attention. Dans la 2e phase d'évaluation, donc une fois que ça a été conduit par ce comité, il y a un ranking qui est fait par notation sur chacun des 6 challenges. Et les propositions vont être acceptées à la fois sur la base de leur notation, mais aussi sur la base de ce qu'on appelle des considérations de portfolio. Qu'est-ce que c'est que ces considérations de portfolio? Ce sont des choses qui sont précisées, alors avec plus ou moins de clarté ou d'intelligibilité, mais ce n'est pas de la loterie, c'est des choses qui sont précisées dans les challenge guides et qui expliquent. Alors certains d'entre vous peut-être ont pu nous interroger là-dessus à l'issue des résultats 2021, qui peuvent expliquer par exemple que des projets moins bien notés soient peut-être pris en considération plus qu'un projet mieux noté. Je prends un exemple. Dans chacun des 6 challenges, le meilleur projet noté va a priori être retenu. Ensuite, on va aller en descendant, hein, je dirais en ordre descendant des notations, et les programmes managers vont évaluer les autres propositions de chacun des défis par rapport à leur originalité vis-à-vis de ce qu'ils attendent. En clair, tout à l'heure, Elsa vous a parlé en cardiogénomique de la possibilité de cibler différentes maladies. Si vous avez, mettons, 3 propositions bien notées, enfin notées dans un ordre décroissant, 1, 2, 3, et une 4e, un peu moins bien notée. Si les 3 premières visent le même type de pathologie, et que la 4e en vise un différent, il n'est pas impossible que seul un des 3, 1, 2, 3 dans mon exemple, qui vise une pathologie précise soit retenu, et que le 4e qui en vise une autre soit retenu également, au détriment du numéro 2 et du numéro 3, parce que les programmes managers veulent avoir un portfolio qui va couvrir un spectre un peu plus large d'applications. C'est ça qu'on appelle, j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est ça qu'on appelle les considérations de portfolio, et qui sont, j'avoue plus ou moins clairement, mais malgré tout avec une tentative de clarté, explicitées dans les challenge guides, et qui ont pu être expliquées aussi hier avec plus ou moins de succès, je vous l'avoue, par les programmes managers. Donc voilà, donc c'est pas euh, ça explique pourquoi parfois certains projets un peu moins bien notés peuvent ne pas avoir été retenus par rapport enfin un peu mieux notés pardon, peuvent pas été retenus par rapport à d'autres un peu moins bien retenus à cause de ces considérations de portfolio. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on a observé en 2021, où il y avait 5 challenges,
c'est que les 5 challenges ont été dotés en projets retenus de manière à peu près équilibrée. C'était entre 8 et 7 par challenge de mémoire. Ça veut dire qu'il y avait certains challenges où la notation globale des projets était peut-être moins bonne que dans d'autres, mais encore une fois, on n'est pas sur le Pathfinder Open, on est bien sur le Pathfinder Challenges, et donc il n'y a pas un ranking des propositions global, il y a un ranking par challenge. Donc on peut estimer que, et c'est arrivé l'année dernière, qu'il y a certains challenges où, je dis n'importe quoi, les projets retenus ont des notes entre 4,80 et 4,95, et que sur d'autres, elles aient entre 4 et 4,2. C'est arrivé, voilà. Donc voilà, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette deuxième phase d'évaluation, la différence avec le Open, c'est qu'il y a ces considérations de portfolio. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi un peu une concurrence. Si tout le monde, sur un challenge donné, fonce vers des solutions disruptives, mais qui répondent à une même type d'application sur un champ d'application large proposé par le portfolio, bah, vous serez peut-être plus en concurrence que si vous êtes sur un champ d'application un peu plus disruptif ou un peu moins visé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est très difficile, je vous l'accorde, de savoir à l'avance quels vont être les champs plus ou moins ciblés par les différents proposants. Alors, slide suivante. Donc voilà les fameux 8 programmes managers. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, vous voyez par exemple que Francesco Matteucci et Antonio Marco Pantaleo, l'un qui est sur les systèmes énergétiques et les technologies vertes, et l'autre sur les matériaux avancés pour l'énergie et l'environnement durable, bah, vous aurez vite fait d'imaginer qu'ils travaillent assez la main dans la main pour les 2 premiers challenges, par exemple. De même pour ceux qui concernent, je dirais, les Health and Biotechnology et Medical Technologies. Alors, chaque programme manager est en charge des feuilles de route technologiques et d'affaires de son portfolio. Donc, il est susceptible, au cours de la vie d'un projet aussi, de réorienter, de suspendre ou terminer un projet. Alors ça, on ne l'a pas vu, c'est de la théorie pour l'instant. Ou de demander quelques changements dans le programme d'un projet. Et aussi d'orienter les porteurs d'un projet, une fois le projet comment dire, financé, bien sûr, vers des services d'accélération de l'EIC, ce qu'on appelle le BAS, ou peut-être à inciter un projet qui serait peut-être un peu plus proche de la maturité qu'un autre, d'aller vers je dirais un dépôt à l'accélérateur en direct. Bon, il faut savoir que des projets Pathfinder Open aussi peuvent rejoindre le portfolio, mais enfin ça, c'est pas le lieu de cette journée et du call Pathfinder Challenge. Alors, slide suivant. Alors peut-être oui, aussi quelque chose que je ne me rappelle plus si on l'a dit tout à l'heure. Sachez que les calls Pathfinder Challenge, c'est 6 calls, hein. Donc quand vous allez sur le portail Funding and Tenders, vous avez 6 lignes d'appel différentes, un par challenge. C'est pas un appel Pathfinder Challenge sur lequel vous avez la possibilité d'aller sur l'un ou l'autre des challenges. C'est bien. Donc il faut bien regarder et encore cette année, il y a bien le mot Pathfinder, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc l'année dernière, il y avait juste le nom des challenges, donc ça n'a pas été facile forcément toujours à identifier. Cette année, ce n'est pas le cas, mais vous avez bien une ligne d'un call par défi. Donc quelques résultats sur le Pathfinder Challenges de 2021. Donc on a eu 403 dossiers soumis, regroupant 1976 participants. Donc voilà, 162 déposants en français et parmi lesquels 68 en coordination. Donc 39 projets ont été retenus, donc un taux de succès de 10,83, ce qui est certes sélectif, mais pas si mauvais que ça pour Horizon Europe. Donc en moyenne, chaque projet a à peu près 5,5 partenaires, 3,7 millions de budget et dure pas tout à fait 4 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près un quart des participants qui sont des entreprises, pas toujours des PME, mais c'est souvent. On a malgré tout assez peu de coordinateurs entreprises. On en a eu 7 sur les 39, dont 2 français. Et on a eu un seul projet. Alors ça, c'est peut-être à méditer.
on n'a pas une solution par rapport à ça. Mais il se trouve que sur les 39 projets l'année dernière, je crois que sur les 5 challenges, il y en avait 2 de mémoire qui étaient potentiellement ouverts à du monobénéficiaire. Et je crois que globalement, il n'y a eu qu'un seul projet retenu en monobénéficiaire. Et pour avoir lu des ESR de projets qui ne sont pas passés loin, mais pas passés quand même, le statut de monobénéficiaire peut être mis en cause si vous n'avez pas la capacité de montrer que vous maîtrisez ou que vous avez la capacité de maîtriser l'ensemble des champs qui vont vous être demandés de couvrir au travers du Challenge Guide. Donc, si vous allez en monobénéficiaire sur, alors soit sur le DNA, soit sur le Healthcare Continuum, méfiance, méfiance. C'est pas impossible, mais il faut que vous ayez la capacité de prouver que vous avez dans votre équipe et dans l'entourage du projet, hein, parmi les stakeholders ou les publics que vous allez impliquer, de quoi répondre à l'ensemble des champs du Challenge Guide. Alors, slide suivant. Et puis c'est à toi. Oui. Alors, je crois qu'on avait une question, mais est-ce qu'on la prend maintenant ou Si après? c'est très rapide, oui, mais sinon, les questions, il faut les poser dans Slido. On a mis un petit QR code en haut à droite. Mais si c'est une petite réponse très rapide sur un truc qu'on vient de dire, si c'est une petite question, il y a pas, ça peut le faire. Privilégiez Merci beaucoup. Slido, comme ça permet de partager pour tout le monde. Et puis on les lira à la fin, ne vous inquiétez pas. Ok, vous préférez les combien de temps, Slido? Éventuellement, sauf si c'est une incompréhension sur C'est quelque chose lié qui. Non, c'est lié à diapo d'avant. Il y avait du Oui, coup les programme managers. Un des programme managers travaille dans Sustainable Food. Il n'y a pas de challenge sur ce sujet cette année. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, potentiellement, il y aura ce challenge? Est-ce que c'est plus pour gérer les appels open? En fait, les pardon, deux. vas-y, Laurent. Les deux. C'est à la fois pour gérer des appels open, ça peut vouloir dire, et ça fait partie de ceux qui sont en discussion, qu'il pourrait y avoir des challenges là-dessus, mais ça peut aussi, même s'il n'y a pas de challenge directement sur ce sujet, alors j'essaie de réfléchir comme ça, il pourrait, si, un exemple, il pourrait y avoir, revenez rapidement dans votre tête, ou Elsa, si tu peux, sur le challenge 1. Vous voyez qu'il pourrait y avoir par exemple des possibles conversions du CO2 ou de l'azote en des composés chimiques, des matériaux, des solutions pour une réutilisation dans des sols ou sur des applications, je dirais, en lien avec l'agroalimentaire. Donc, Super. voilà, il n'y a pas, en effet, je suis d'accord avec vous, c'est comme sur l'espace aussi, mais sur l'espace, il peut y avoir des applications du quantum, par exemple. Donc, oui, il y a 2 ou 3 programme managers qui ne sont pas en spotlight, si je puis dire, ou j'essaie de trouver un terme français, en focus, c'est pas français non plus, mais c'est pas grave, c'est admis, focalisé voilà, sur un challenge, mais qui peuvent être raccrochés à l'occasion. Par exemple, l'architecture ou la construction, typiquement, ça peut se retrouver sur le CO2 et azote, comme ça peut se retrouver éventuellement sur les aspects de stockage de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer donc à un petit rappel sur comment, enfin pas un rappel, sauf si vous avez déjà suivi nos webinaires précédents, mais voilà, comment doit s'articuler chacune des parties. Oui, on va passer sur le document scientifique. Et oui, petit rappel pour les questions. Alors bon, là, il y a aucun souci, sur la question là, mais voilà, je vois qu'il y en a pas beaucoup, donc peut-être, soit tout est clair, soit pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller sur, Slido. Du coup, vous avez toujours le QR code en haut à droite, avec, le code, si vous souhaitez y aller directement via le site. Mais n'hésitez vraiment pas à mettre des questions, qui même si on n'a pas les réponses dans l'immédiat, ça peut être des questions à faire remonter. Ou auxquelles on peut tout simplement on peut se renseigner et vous répondre a posteriori. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur Slido, nous poser des questions en parallèle. Après, peut-être que là, la partie documents scientifiques va vous amener des questions. Donc, on va commencer par la section 1, donc pour le premier critère d'évaluation qui vaut quand même 60% de la notation, la partie excellence. Donc, comme on a pu le mentionner dans la philosophie même de l'appel,
la vision à long terme est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies qui vont peut-être, oui, on va être à un stade où on développe, on va être encore dans de la recherche, on n'est pas sûr d'arriver à nos objectifs, mais il faut avoir une vision à long terme. Il faut déjà savoir quelle est la technologie, dans quel, on va dire dans quel spectre, dans quels objectifs sont visés par la technologie que vous ambitionnez de développer. Ça, c'est un point qui est très important dans le sens où tous ces éléments qu'on va vous sortir dans le document scientifique, c'est des choses qu'on a pu lire dans les rapports d'évaluation d'ESR, enfin les rapports d'évaluation de projets de cette année 2021 sur les Pathfinder Challenge et Open, parce qu'il y a quand même des philosophies qui sont assez communes. Donc voilà, la vision à long terme, c'est très important. Ça s'inscrit dans la volonté de la création de l'EIC par la Commission européenne, c'est-à-dire qu'avant, on avait les Future Emerging Technologies, où on avait tendance peut-être à avoir plus des projets où la rédaction de la proposale se concentrait uniquement sur la réalisation même du projet. Alors effectivement, hein, c'est très important de se concentrer sur le projet, mais il faut montrer l'après, parce que là, on se positionne dans un continuum. L'objectif de ce continuum par l'EIC, c'est de ne pas avoir des projets ultra ambitieux qui pourraient être d'une vraie plus-value importante pour l'Europe et qui, au final, ne donnent pas suite à la fin, même si les résultats sont plutôt probants. Donc voilà, il faut montrer qu'on a pensé, et ça va être développé plus précisément, notamment dans la partie impact, hein, mais on a pensé à l'après. Et la vision à long terme de la technologie. Donc positionnez votre projet précisément. Donc, les aspects de rupture, en quoi il est nouveau, comment il est ambitieux, on va dire l'originalité, comment vous comptez développer cette méthodologie. Ça fait partie avec le fait qu'il faut évoquer la méthodologie, mais surtout pas passer au-dessus. Ça peut être un détail, hein, mais justement, quand vous mentionnez quelque chose, il faut rentrer dans le détail. Un des points qui revient très systématiquement dans les remarques faites sur la partie excellence, c'est que ça ne va pas assez dans le détail. Vous mentionnez quelque chose, hein, je fais des généralités parce que là, en plus, nous, la particularité qu'on a avec les Pathfinder, c'est qu'on s'adresse à toutes les thématiques, que ce soit par les challenges ou par les open. Donc, c'est assez général la façon dont on explique ça. Mais si vous mentionnez quelque chose dans votre méthodologie, il faut expliquer dans le détail pourquoi vous faites comme ça, quel est le processus et pourquoi c'est la meilleure façon de le faire, etc., etc. Parce que déjà, vous allez avoir, oui, des personnes qui comprennent bien sûr votre langage, mais ça ne veut pas dire que c'est des experts précisément dans votre domaine. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte pourquoi c'est super la façon dont vous proposez. Et puis, rentrer dans les détails parce que vous pouvez peut-être, vous, à force d'avoir la tête dans votre projet, à le rédiger, avoir l'impression que c'est évident, la plus-value de, je ne sais pas, de telle méthodologie ou de tel aspect de votre méthodologie, mais il faut bien remettre dans le contexte. Parce que si ça ne l'est pas pour une des personnes, parce qu'on a 3 évaluateurs, si je ne dis pas de bêtises, si ça ne l'est pas pour une des personnes, ça peut vraiment mettre en cause la notation. Donc, ça serait vraiment dommage. Les objectifs, donc là, c'est la logique SMART, comme on dit, mais en soi, qui soit spécifique, précis, qui soit mesurable, qui soit faisable, en fait, réalisable, dans le sens où, oui, effectivement, c'est risqué, on n'est pas sûr d'atteindre tous ces objectifs, mais il faut quand même avoir des objectifs où on met tous les moyens et on met une méthodologie en place au maximum pour optimiser son résultat. Réaliste et time-bound, c'est-à-dire le timing soit propre, soit justifié, pertinent. Et ça va faire écho aussi avec la partie implémentation. En fait, les 3 parties, bien sûr, se font écho. En tout cas, c'est les objectifs scientifiques purs et durs de votre projet doivent apparaître dans cette partie excellence. Et utiliser les schémas et des images, alors c'est bête à dire, mais ça, déjà, il faut vous dire que c'est des humains qui lisent vos propositions. Donc, s'ils en lisent, on sait pas exactement combien ils en lisent, mais même s'ils en lisent 10, s'ils se donnent à fond, c'est quand même beaucoup plus agréable de lire quelque chose où il y a un schéma explicatif et où ça peut paraître beaucoup plus clair. Comme je disais, ce n'est pas particulièrement des experts pile poil dans votre domaine. Donc, il ne faut pas hésiter à je mets des guillemets à simplifier. Hein. C'est pas non plus, par exemple, moi, je n'ai pas le background, vous n'expliquez pas ça à ma personne. Vous expliquez à des personnes qui sont quand même un minimum expertes. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à spécifier et à expliciter le plus clairement possible votre méthodologie, les objectifs, pour que ce soit clair pour des personnes qui sont issues de ce milieu. Et soyez concis. Alors bon, on sait que c'est facile à dire. Hein, la partie implémentation peut prendre pas mal de place dans le sens où vous avez en total que 25 pages. Donc, on vous dit d'être précis, de rentrer dans les détails, etc. On sait que c'est un vrai challenge, hein, sans mauvais jeu de mots, de rentrer dans ces 25 pages-là, mais soyez le plus concis possible et le plus pertinent possible dans la rédaction de cette partie qui est très importante.
Là, on vous a mis quelques questions qui sont, je pense, on a pu les ressortir des rapports d'évaluation importantes à se poser a posteriori, enfin après la rédaction de votre proposal, alors bien sûr avant la soumission, hein. Mais en tout cas, quand vous avez bien rédigé, les questions que vous pourriez vous poser, c'est: est-ce que je demande bien la rupture de ma technologie, la radicalité, la percée, l'ambition de ma technologie? Est-ce que le positionnement par rapport à l'état de l'art est clair? Il faut bien expliquer en quoi vous êtes en rupture avec l'état de l'art actuel. Est-ce que j'anticipe les évolutions du domaine de ma technologie? Ça, c'est vrai. Est-ce que, par exemple, ce que vous ambitionnez de faire, ça a déjà commencé quelque part, hein? Pourquoi, si ça a déjà commencé, vous, c'est d'autant plus en rupture où vous avez une façon de faire qui va être beaucoup plus pertinente et, on va dire, plus efficace, ou qui va avoir des ambitions supérieures que vos potentiels concurrents. Est-ce que les avancements sociétaux et économiques ou les avantages sociétaux et économiques prospectés sont convaincants? Ça, c'est très important. Ça reste l'objectif même de l'EIC, c'est de permettre le développement de technologies de rupture qui ont des avantages économiques et ou sociétaux très importants. Donc, on va dire, qui ont une plus-value aussi pour l'Europe en tant qu'entité. Les objectifs du projet sont décrits dans le détail concret. Il y a des indicateurs de performance. Ça, c'est dans l'idée d'être mesurable, d'être réaliste et atteignable. Il faut que les objectifs ils soient bien précis et qu'on comprenne leurs objectifs, tout simplement. Mais qu'on comprenne pourquoi tel et tel les objectifs, pourquoi vous ambitionnez de faire ça dans, je ne sais pas, les 2 premières années, quelle est la méthodologie que vous allez mettre en place, etc. J'ai explicité les risques liés aux objectifs et à la méthodologie. Les risques, comme j'ai pu le dire précédemment, il ne faut pas les cacher. Il faut montrer qu'ils sont maîtrisés. Alors, il y a une partie sur le risk management aussi, dans la partie implémentation qui va rentrer plus dans le détail. Mais il faut montrer que vous les avez explicités, les risques liés à la méthodologie, et que vous avez mis des plans, des scénarios, des scénarios peut-être alternatifs en place. Ou même, n'oublions pas que les échecs, si on peut appeler ça comme ça, quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas un échec en soi, mais montrer comment, justement, on va dire, ces non-aboutissements d'objectifs peuvent être tirés en plus-value finalement. Parce que la recherche, comme vous le savez bien mieux que moi, ça marche aussi avec les échecs. C'est ça qui fait avancer. Quand on sait que ça ne marche pas, ça peut aider vraiment grandement. Donc voilà, comment vous allez faire même de potentiels échecs une force pour rebondir. Et est-ce que la contribution de différentes disciplines est bien explicite? Donc voilà. Après, pour le côté multidisciplinaire, c'est un vrai plus. J'ai vu qu'il y avait une question dans le Slido qui demandait ça, il me semble, mais bon, de toute façon, on va y revenir. Mais oui, c'est un vrai plus, la notion d'interdisciplinarité. Après, on a vu des projets qui ne sont pas particulièrement hyper innovants en termes d'interdisciplinarité, c'est-à-dire que c'est des disciplines qui sont différentes, mais qui ont l'habitude de travailler ensemble. Être sélectionné, c'est un vrai plus, ça peut vous faire passer au-dessus si vous proposez quelque chose d'innovant et qui est interdisciplinaire. Surtout si c'est pas quelque chose qui est habituel, pas des disciplines qui ont l'habitude tous les jours de travailler ensemble. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas d'idée, il faut absolument rajouter quelqu'un ou un laboratoire ou une entreprise d'une autre discipline complètement à part, juste pour dire oui, j'ai coché la case. Parce que l'objectif même, c'est d'avoir une pertinence entre vos objectifs, l'ambition de votre projet et la composition de votre équipe. Donc voilà, ce n'est pas des cases à cocher, il ne faut pas avoir de stratégie. L'objectif, c'est vraiment de montrer et de proposer le meilleur paradigme, le meilleur système pour atteindre les objectifs de votre projet. Et maintenant, je vais passer la parole à Laurent pour l'impact. Oui, alors sur l'impact, donc là encore, quelque chose qui paraît assez logique, mais il faudrait être bien spécifique, c'est-à-dire que si vous affirmez des choses en termes d'impact, il faut pouvoir mettre des indicateurs et des cibles quantifiables. Dans l'impact, il est important aussi je dirais, d'expliciter comment vous voyez, quelle stratégie d'exploitation vous voyez, quel chemin vers le marché vous voyez à l'issue du projet. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'inclure ça dans le projet, mais quelle stratégie différente d'exploitation vous envisagez. Et on l'a dit tout à l'heure, d'impliquer, de responsabiliser et qui est acteuse. Alors responsabiliser, ça veut dire impliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si je reprends le challenge sur
le healthcare continuum, c'est d'impliquer à la fois des patients et peut-être je dirais des soignants aussi. Responsabiliser, ça peut être de ce qu'on appelle en termes anglo-saxons un peu barbares, le empowering, hein, c'est-à-dire avoir des doctorants ou des étudiants qui peuvent être je dirais, embarqués sur le projet ou pour, je dirais, travailler sur les sujets ensuite qui vont être développés dans le cadre de votre projet. On en vient à la communication et à la dissémination, hein, donc il ne faut pas confondre les deux. La communication, il s'agit de faire connaître, je dirais, à la fois au grand public les activités du projet, quels sont les résultats depuis le début, alors que la dissémination, c'est plus afin que la communauté scientifique et industrielle éventuellement puisse s'emparer des résultats, c'est-à-dire travailler sur ces résultats, faire des développements ultérieurs. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est pas du développement gratuit, hein. Bien sûr, il y a de la protection industrielle, il y a des brevets, des publications, des choses en open access, du transfert de technologie, tout ça, ça s'anticipe. Donc cette partie impact, voilà, la partie communication-dissémination, qui ne sont pas la même chose, encore une fois, est très importante. Ensuite, voilà, donc de manière similaire, une fois que vous avez réfléchi ou écrit cette partie impact, quelles sont les questions qu'il faut bien vous poser? Est-ce que les bénéfices socio-économiques ont bien été détaillés avec différents potentiels d'application? Est-ce qu'on a une stratégie de protection industrielle? Est-ce qu'elle est concrète et adéquate? C'est-à-dire, en fait, quoi, qui, comment, qui à peine quoi, qui appartient quoi, quelle exploitation des résultats, est-ce qu'on a déjà un peu une première analyse du marché qu'on vise ou d'un business model que l'on pourrait envisager? Est-ce que les acteurs, jeunes chercheurs, start-up, PM, etc., qui pourraient s'emparer de la technologie pour la transformer en innovation, en un produit, en un procédé, sont impliqués directement ou indirectement dans le projet? Comment, par quelle activité? Est-ce que c'est décrit? Voilà, et encore une fois, est-ce qu'on a une stratégie de communication et de dissémination appropriée et bien écrite? Et du coup, je vais finir pour la troisième section, mais pas des moindres aussi, l'implémentation. Donc c'est là où on va devoir, on va dire, rentrer dans le détail de pourquoi telle entité fait partie du consortium, ou alors si vous êtes monobénéficiaire, pourquoi vous, en fait. Mais aussi même pourquoi vous, pourquoi l'expertise, pourquoi vous, pardon, vous avez toute l'expertise au sein de votre entité et qui compose ces différentes compétences, ces différentes compétences, pardon, que vous souhaitez proposer pour le projet en question. Donc voilà, l'important ici, on va partir sur un projet collaboratif hein, de base. Hein, je ne vais pas revenir à chaque fois sur les monobénéficiaires. En soi, c'est de montrer pourquoi vous avez composé votre consortium comme ça, quelle est l'expertise de chacun, montrer bien qu'il n'y a pas de doublon, que chacun a vraiment une plus-value, montrer aussi comment les entités interagissent entre elles, qui va travailler sur quoi ensemble, est-ce que, je ne sais pas, telle ou telle entité vont travailler ensemble sur tel work package, qui va, aspirant de ce work package-là, pouvoir rejoindre tel work package, enfin je dis n'importe quoi, mais montrer la logique d'organisation, la logique en termes d'objectifs, de livrables, tout doit être bien organisé. Donc ce qu'on a mis, c'est le fameux Gantt chart. Alors, si vous ne connaissez pas les Gantt charts, il faut absolument vous pencher sur le sujet parce qu'il faut en présenter un dans votre proposal. Il faut qu'il soit clair. C'est là où on va comprendre la logique et on va dire la temporalité de votre projet, que ce soit pour les work packages, que ce soit pour les tâches, que ce soit pour les livrables. Il y a aussi le PERT chart qui doit être aussi lisible et utile. Donc là, c'est une représentation graphique des relations entre les différentes composantes. Alors, si vous êtes monobénéficiaire, je pense que ça peut être intéressant si au sein même de votre institution, de votre, je ne sais pas si c'est une start-up par exemple, ou si c'est un laboratoire, les différentes entités, comment elles interagissent et comment elles vont s'organiser entre elles. Il faut une liste et une description précise des work packages, qui soient scientifiques ou non scientifiques, hein, parce que là, comme le mentionnait Laurent, la partie de dissémination est tout aussi importante. La partie management, c'est très important également.
faut bien lister les livrables, mais qu'il ne faut pas non plus partir dans des livrables qui ne sont pas réalistes. Il faut rester réaliste, il faut avoir une temporalité dans la restitution de ce livrable qui est pertinente et qui est cohérente, hein. Je ne sais pas, mais un livrable qui demande 2 ans de travail, il ne faut pas ni le mettre à 1 an parce qu'ils vont se dire «Ah, mais attendez, c'est pas du tout cohérent vu la dose de travail qu'il va devoir mettre en place pour y arriver». Pas non plus 3 ans parce qu'ils vont dire «Bon là, ça traîne un peu, je pense qu'ils ont mal calculé ou alors ils n'ont pas les bonnes compétences». Voilà, c'est très vague, mais c'est à vous de montrer et d'expliquer et d'expliciter pourquoi c'est le bon timing. La liste des milestones, donc c'est les étapes clés qui ne doivent pas être 36, hein, on n'est pas sur des projets de 15 ans, donc il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Et la liste des risques et surtout on va dire un système de management du risque. Comment vous allez évaluer vos risques? Il existe plusieurs façons de le présenter. Je ne sais pas si vous êtes accompagné ou non, mais en fait, la présentation des risques, du management des risques est très variée. Les identifier, quels sont les scénarios différents que vous pourriez mettre en place, quelle est la stratégie, on va dire, au niveau de votre méthodologie ou de votre gestion qui permet de minimiser au maximum les risques qui sont là et qui, de toute façon, seront là. Et puis, bien sûr, le tableau relatif au budget. Alors, un budget cohérent, hein, un budget qui est assez bien réparti entre les différents partenaires. Alors, je sais qu'il y a une question qui revient souvent, je ne sais pas si elle est dans le Slido, mais est-ce qu'il y a un pourcentage maximum qu'il ne faut pas dépasser par partenaire? Non, il n'y a pas de règle comme ça. C'est juste une question on va dire, de bon sens, si je puis dire, dans le sens où si on a un projet collaboratif avec 3 entités, la France coordonne et que 60%, voire plus de 60% du budget est sur l'entité française, ça peut poser des questions. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, parce que si c'est pertinent et que, par exemple, vous avez 4 laboratoires en France et c'est pour ça que vous composez 60%, ça peut être aussi explicité. Donc, il ne faut pas se stopper en se disant « Ah non, ça ne va jamais être accepté ». Par contre, si vous savez que ça peut amener à des questions, mieux vaut les anticiper et expliciter pourquoi il y a un budget aussi important sur telle entité. Voilà. Il n'y a pas de règle, mais le tout, c'est on va dire, anticiper les questionnements ou les remarques que pourraient faire les évaluateurs. Finalement, les questions qu'il faut se poser sur la partie implémentation, c'est est-ce que le consortium est bien équilibré? Ça amène sur le budget, mais ça amène aussi sur les compétences. Si, par exemple, dans ces 3 entités, la France, elle amène, je ne sais pas comment dire, mais 75% voire plus des compétences. On a une entité, je ne sais pas, qui est en Allemagne, par exemple, mais qui est sur un point bien précis, qui va travailler sur un livrable pendant, je ne sais pas, 6 mois dans le projet. Là, ils peuvent remettre en question, par exemple, le fait qu'il y ait une vraie pertinence à faire participer ce bénéficiaire. Les acteurs clés pour l'exploitation sont impliqués. C'est vrai que ça, c'est lié aussi à l'impact. Quelle est la stratégie pour la propriété intellectuelle, pour les résultats que vous allez potentiellement générer, qui va s'en saisir? Est-ce qu'ils sont impliqués, ces acteurs clés, que ce soit directement dans le consortium ou via, par exemple, les organes de décision du consortium? Vous avez peut-être une General Assembly ou un Steering Committee où vous pouvez potentiellement, je ne sais pas, mais ça, c'est des choses qu'on a vues pour tout ce qui était développement de thérapie, inviter des associations de patients ou inviter des associations de staff médicaux qui seront les end-users, en quelque sorte, des technologies que vous ambitionnez de développer. Les acteurs clés pour l'exploitation, si vous avez visé faire du licensing ou alors de créer une spin-off à la fin, est-ce que vous avez déjà ciblé des entreprises? Est-ce que l'entreprise, elle fait déjà partie du consortium? Si c'est un spin-off en soi, une spin-off, pardon, quel est le laboratoire? Voilà, ça fait partie de ces questions à se poser. Est-ce que les compétences sont claires et complémentaires? On précisait, pas de doublons, ça c'est important. Nécessaires et suffisantes à la réalisation du projet. D'où la question que posait Laurent sur je suis monobénéficiaire, oui, c'est faisable. Cette année, il y en a eu un projet retenu, une start-up française. Mais il faut montrer comment comment cette entité suffit et a toutes les expertises nécessaires pour la réalisation du projet. Les rôles et les interactions sont clairement décrites. Donc, je parlais des organes de décision. Quand vous êtes un consortium, c'est d'autant plus important de montrer comment vous allez prendre les décisions, comment ça va être géré. Alors après, vous avez un accord de consortium à rédiger et à signer qui est en plus du grand agreement si vous avez le projet, mais il faut déjà expliquer que vous avez déjà pensé à comment vous allez vous organiser.
Des précédentes collaborations existent, par exemple, le fait que vous soyez des collaborateurs qui venaient juste de commencer à interagir, vous avez très peu de passifs, c'est pas non plus rédhibitoire, mais ça a une vraie plus-value d'avoir un passif avec les personnes avec qui vous allez travailler parce que ça montre que ça marche, c'est-à-dire que ça marche, que vous avez déjà fonctionné ensemble, potentiellement vous avez déjà fait des projets ensemble. Donc ça, c'est si vous avez un passif, un background avec vos collaborateurs, les autres entités du consortium, il faut le mettre en avant. Si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est juste que on va dire que il faudra prouver comment vous allez gérer ça et d'autant plus mettre l'accent sur l'organisation, sur le fait que vous avez échangé, que vous avez préparé la mise en place de ce projet. Est-ce que l'expérience des partenaires est présentée de manière convaincante? Est-ce que le plan de travail est bien décrit, cohérent avec les objectifs? Ça fait partie, c'est le Gantt chart, le PERT chart, on va dire les work packages, le timing, etc., etc. Est-ce que les livrables, les milestones sont appropriés et précis? Est-ce que la gestion des risques est claire et convaincante? Et est-ce que la répartition des moyens est appropriée, notamment les moyens humains sur les différents work packages? Effectivement, voilà, ça c'est important. Il ne faut pas sous-estimer ou surestimer un work package qui a besoin de beaucoup de, je sais pas, de temps d'hommes-mois, ou alors justement mettre très peu sur le management en disant bon, ça c'est un détail, alors que quand on est coordinateur notamment, c'est une vraie partie de gérer et de coordonner le projet. Bon, finalement, on a fait un peu le tour des différents points. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je vais finir juste par vous présenter quelques appels qui sont, on va dire, autres. C'est un peu la phase pour vous expliquer peut-être des aides que vous pourriez avoir pour vous aider à monter les projets autres que celles que vous avez peut-être déjà. Mais en tout cas, si vous êtes une entité publique, je précise bien, vous êtes une entité publique française et que vous souhaitez coordonner un projet, alors, donc ça veut dire pas en mode bénéficiaire, vraiment là on est sur un projet collaboratif. Vous pouvez répondre à l'appel MRSEI, donc c'est montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, pour obtenir une aide jusqu'à 30 000 € sur 24 mois. Donc là, il ne reste plus que deux. En fait, non, juillet, c'est passé. Donc du coup, il n'en reste plus qu'une pour cette année, le 18 octobre 2022. Mais chaque année, a priori, en tout cas en 2023, ça va repartir sur 4 deadlines. Là, il y en avait eu une, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en janvier-février, une en avril. Là, il y en a une en juillet, du coup, qui vient de finir, et une en octobre. Donc là, oui, bien sûr, si c'est pour cette année, c'est un peu compliqué, mais sachez que si, imaginons, vous souhaitez redéposer un autre projet, que ce soit Pathfinder Open ou un Pathfinder Challenge dans un an ou deux qui vous intéresse, vous pouvez aussi postuler sur l'appel MRSEI. Donc l'appel MRSEI vous permet de financer avec ces 30 000 € des actions afin d'élaborer ou de renforcer le réseau scientifique, frais de mission, de réunion, de réception. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de passifs avec vos collaborateurs, ça peut être intéressant justement de demander ce financement-là pour faire des réunions et prouver par A plus B, on va dire via la proposal, que vous avez déjà bien interagi et qu'il y a une vraie construction de réseau qui s'est mise en place. Ou aussi la prestation de services pour aider le ou la coordinatrice à monter le projet européen. Donc, par exemple, ça peut être une boîte de consulting que vous pouvez financer. Ça peut être aussi du coaching en propriété intellectuelle si c'est quelque chose que vous n'avez pas, vous maîtrisez pas trop et que vous savez qu'il faut développer dans la partie impact. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a l'équivalent, mais pour les entités privées qui existent. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez donc faire partie, alors je ne sais plus si c'est que pour les coordinateurs, peut-être que Laurent, tu sauras mieux que moi. En tout cas, il y a le DIAC PTI, Partenariat technologique international, qui vous propose donc justement une aide pour aider à monter le projet. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, c'est du consulting, c'est des heures de consulting. Donc voilà, c'est l'équivalent en tout cas pour les entités privées. Si vous avez des doutes, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers BPI qui répondent très rapidement et qui vous donnent beaucoup de détails sur comment ça fonctionne. En soi, c'est, on va dire, le pendant. Et finalement, dernier petit appel que je tiens à vous présenter, surtout si vous êtes lauréat finalement. En fait, Hop On Facility, c'est un appel widening. Donc, quand je vous ai montré au début le Horizon Europe, vous avez vu qu'il y avait 3 piliers et un couché. C'est dans ce pilier transversal couché que se trouvent les appels widening. Et en fait, le Hop On Facility, ça permet à des entités légales issues de régions ou pays widening, je vais y revenir dans 2 secondes, de rejoindre un projet qui est en cours. Donc, imaginons que vous avez votre projet il démarre, je ne sais pas, septembre 2023. Septembre 2023. Et en fait, vous avez un partenaire, je sais pas, vous collaborez depuis des années avec quelqu'un ou juste vous avez découvert lors d'un brokerage une entité, une entreprise, un laboratoire qui est ultra pertinent pour le développement de votre projet.
et qui fait partie donc des régions ou des pays widening, eh ben, vous pouvez demander, répondant à cet appel conjointement avec cette entité, qu'ils rejoignent votre projet en cours. Donc, en termes de budget, ça augmente un petit peu le budget. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas à couper le budget des autres pour les intégrer, il me semble. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Solène Chevalier, qui est la PCN en charge de ces questions-là, qui vous répondra avec plaisir. Et pour les régions, du coup, qui sont éligibles widening ou les pays, par exemple, je crois qu'on a la Pologne, on a la Grèce, on a pas mal de pays, je crois que le Portugal aussi. Et dans les régions, on a toutes les régions outre-mer de France. Donc, ça peut être très intéressant. Notamment, voilà, par exemple, nous, on a pu interagir il n'y a pas longtemps avec la Guyane qui était très intéressée par ce dispositif. En fait, c'est toutes les pays européens ou régions de pays européens dans lesquels il y a un déficit de lauréats Horizon Europe. Oui, et ça va hors Europe, par contre. Ouais, je crois que, par exemple, la Tunisie fait partie, peut-être pas renouvelée, mais en tout cas, sous Horizon 2020, c'était le cas. Mais à vérifier, les pays widening, il y a une liste bien précise, et donc toutes les régions outre-mer pour la France, ce qui peut être super intéressant. Donc voilà, bon, c'est pas en rapport direct, mais ça peut toujours être intéressant de garder ça en tête, ou s'il y avait des collègues qui sont coordinateurs, voilà. Et puis finalement, toutes les informations utiles, bon, ça, on vous l'enverra, on va pas vous demander de cliquer sur chaque, mais voilà, on a notre site internet, le site de l'EIC, les replays des webinaires de l'EISMEA. Bon, pas celui d'hier, je pense pas qu'ils sont encore en ligne, mais bientôt, on vous enverra un mail si vous faites partie de nos listes de diffusion. On le mettra sur LinkedIn aussi. Donc, voilà. Et puis, on va passer à la session questions-réponses, si ça vous va. Je vais me reconnecter sur Slido. Non, je suis connectée dessus. Et je vais vous partager mon écran, comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. Si tu veux, je vais commencer avec la première. Eh ben, vas-y, pendant que je fais la transition. Alors, la première question. Est-ce que l'on peut dire que les seuls deux challenges sont en monobénéficiaire? Oui, c'est ce qui est indiqué dans le programme de travail. C'est le Challenge Towards Continuum Healthcare et DNA Data Storage. Et donc, le programme manager Quantum a dit hier qu'on pouvait postuler seul, sauf si on est Google. Écoutez, il l'a dit, tant mieux. Réécoutez. Oui. Mais ce qui fait foi, c'est ce qui est dans le programme de travail. Et le programme de travail dit que indique dans les en fait, si vous voulez, et je vais répondre en même temps à la question qui d'ailleurs vient de passer en troisième position, mais quand vous dites pas monobénéficiaire, cela exclut-il également les petits consortiums de 2 identités? Alors en fait, l'annexe 2 du programme de travail 2022 de l'EIC est assez claire là-dessus. La règle générale qui s'applique au Pathfinder Challenge, c'est le consortium, et le consortium qui peut commencer à 2 entités de 2 pays différents. Ça, c'est pour le Pathfinder Challenges. Sauf s'il est précisé autre chose dans les conditions spécifiques de chaque challenge. Or, dans les conditions spécifiques de chaque challenge, je vous invite à les regarder, il y a 4 challenges qui ont des conditions spécifiques. 2 challenges qui ont des conditions spécifiques ambiguës, si je puis dire, qui ne disent pas qu'il faut être pas un consortium de 2, mais plutôt un de 3, mais qui laissent entendre qu'il faut donner accès soit pour la cardiogénomique à une large cohorte, soit pour CO2N à, je dirais, des applications multiples, donc qui sous-entend que un consortium à 2 n'est pas impossible, mais enfin qui sous-entend fortement que ça paraît difficile. Et vous en avez 2, en effet, DNA et Healthcare Continuum, où le monobénéficiaire ou le consortium, sous-entendu également de 2, est possible. C'est tout. Il n'y a pas de conditions spécifiques sur le quantum. Donc écoutez, voilà, il l'a dit, tant mieux. C'est pas écrit dans le programme de travail. Il me semble que c'est ce qui fait foi. Moi, je ne jouerai pas avec le feu. Oui, moi je rejoins Laurent là-dessus. Justement, en parallèle, je suis allée regarder, effectivement, c'est écrit nulle part. Si vous voulez, on peut. Ah, enfin, un écho. Si vous voulez, on peut faire remonter la question pour être fixé. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Je m'entends en écho, s'il vous plaît. Ça, je vais le couper si je le trouve. Merci.
Donc, si vous voulez, si vraiment il y a une question, on peut, nous, écrire au programme manager et lui demander ouvertement en disant bah, c'est pas indiqué, mais est-ce que vous officialisez le fait qu'on puisse, on aura une trace écrite, etc., etc. Mais après, bon, voilà, moi, je suis un peu de l'avis de Laurent de faire attention là-dessus. De base, s'il n'y a pas de spécificité, c'est la règle de base des consortiums qui s'applique. Donc, Et la règle de base, elle est marquée dans l'annexe 2 comme étant, je peux vous dire d'ailleurs, dans le Work Programme, ça se trouve plus parce que je l'ai perdu. moi, je suis Mais dessus. c'est une footnote 20, c'est la footnote 28 et qui ramène à la page, je vais être dessus. Pop, 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 voilà. À la page 143 du programme de travail, sauf spécification contraire, les propositions EIC Pathfinder Challenge et Transition, mais ce n'est pas le lieu ici, peuvent être soumises également par des multibénéficiaires comprenant 2 entités, à condition que ces 2 entités soient établies dans 2 États membres ou associés différents. Voilà. Donc, voilà la règle générale, entre guillemets, qui s'applique pour le Pathfinder Challenge. On est bien sur le challenge. Et donc, la règle... bon, les attentes laissent, comme je vous dis, mais ce n'est pas écrit, mais on laisse entendre que sur 2 des challenges, ça risque d'être difficile à 2, hein, c'est possible, mais je pense qu'ils attendent peut-être un peu plus gros, et que sur deux autres des challenges, il est explicitement écrit, pour le coup, que le monobénéficiaire est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des événements type brokerage, alors sur le challenge cardiogénomics ou sur le challenge quantum? Non. À ma connaissance, ce n'est pas prévu de brokerage sur aucun des challenges du Pathfinder. Alors, après, ce qui est possible, je n'ai pas l'information, peut-être Elsa, tu l'as, c'est que nos collègues comment dirais-je, des PCN cluster, PCN thématique du pilier 2, sur la santé par exemple, ou sur le numérique, ils ont certainement intégré dans des événements de réseautage type brokerage, ils ont intégré, je crois savoir, également les thématiques Pathfinder Challenge qui concernaient de près ou de loin soit la santé, soit le numérique. Donc, il est possible de regarder, et je pense que certainement leurs homologues européens ont fait la même chose. Donc, il est possible certainement d'aller voir s'il y a des événements de réseautage sur le numérique ou sur la santé et dans lesquels il y a forte chance qu'il y ait ces challenges et ici Pathfinder qui soient inclus. Mais stricto sensu, on n'a pas connaissance de brokerage EIC, fléché EIC sur ces 2 challenges. Alors, je ne sais pas, Elsa, si tu veux compléter, mais... Non, 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 en soi, il faut voir directement. En tout cas, nous, à notre niveau, il n'y a rien qui est organisé. Au niveau de l'ESMEA, il ne me semble pas, parce qu'en plus, j'ai assisté à cette session hier, il ne me semble pas du tout avoir entendu de mots là-dessus. Et donc, peut-être, oui, comme le disait Laurent, voir avec les PCN sur les thématiques ciblées, mais je n'ai pas eu d'écho précisément. Donc, j'avoue que je préfère, enfin, je vais dans le sens de Laurent, je pense que... Il est peut-être organisé au niveau européen au travers des actions collectives spécifiques et concertées entre PCN voilà, dans les piliers, dans le pilier 2, hein, autour de la santé ou de la numérique. Il y en a peut-être en ce moment, je ne pourrais pas vous le dire, où certainement ces sujets seront également parmi la multitude de topics liés au pilier 2, mais voilà, sans assurance. Alors, l'interdisciplinarité attendue dans les IC Pathfinder Open retrouve-t-elle dans les challenges? Je crois que tu y as répondu, Elsa. Oui, j'ai déjà répondu à celle-ci. En soi, oui, on attend de l'interdisciplinarité. Après, il ne faut pas faire de l'interdisciplinarité pour en faire si ce n'a pas de sens dans votre technologie. Ils ne vont pas se brider de financer une technologie ultra ambitieuse et qui pourrait être vraiment bénéfique pour la société ou pour la compétitivité internationale parce que ce n'est pas aussi interdisciplinaire qu'ils le souhaiteraient. Après, si vous avez des idées ambitieuses dans tous ces critères, pardon, et qui est interdisciplinaire en plus, ça va être qu'une plus-value. Donc voilà. Mais oui, c'est une attente quand même générale de base.
Quand vous Alors, dites pas monobénéficiaire, cela exclut les petits consortiums de demain. Soit Laurent vient d'y on y a répondre, répondu, on y a répondu donc à je vais celle-là. la cocher. La suivante aussi, on y a répondu. Et puis les slides du journée 5 juillet seront partagés dès qu'on les aura. Oui, après les slides du 5 juillet, oui, on vous le dira, comme les vidéos. Après, c'est pas nous qui avons les slides, donc on vous le dira dès qu'on les aura. Il n'y a pas de souci, effectivement. Je pense attendre la fin de cette semaine pour écrire un petit mail pour demander. Mais dès qu'on les a, on va mettre une info sur LinkedIn, on va envoyer sur notre liste de diffusion et on enverra aux personnes qui étaient inscrites au webinaire. Donc, normalement, vous aurez l'information quelque part quand elles seront en ligne. Je me permets de continuer. Du coup, y a-t-il un budget par challenge? Sinon, est-ce équilibré entre les challenges ou est-ce que cela dépend plus de la qualité des dossiers déposés? Alors, nous, pour l'instant, on a eu qu'une année, mais a priori, c'est très équilibré entre les challenges. Vraiment, on peut limite diviser par 6 le budget de l'année. Après, je pense que vraiment, s'il y a des petits arrangements à faire parce qu'il manque un petit peu de financement pour un dernier d'un portefeuille et que l'autre, un autre programme manager, estime qu'il a assez en termes de constitution de portefeuille, il peut y avoir des arrangements, mais de base, partez du principe qu'il y a le même budget. Cette année, enfin en 2021, on avait 5 challenges et je crois, si je ne dis pas de bêtises, on a eu 8 projets sur chaque, à part Ouais, c'est un ça. ou 7. C'est ça. Et alors qu'on n'avait pas un dépôt homogène, on avait Oui, des challenges qui étaient beaucoup plus populaires, entre guillemets, que d'autres. Voilà. totalement, Euh, oui, effectivement. je me permets peut-être de revenir sur une question parce que il y a eu un commentaire dans le Teams où j'étais peut-être pas clair. Donc, je vais essayer de l'être pour la question des monobénéficiaires. Donc, je vais essayer d'être synthétique à nouveau. La règle générale pour les appels EIC Pathfinder Challenge, je dis bien Challenge, c'est le consortium qui peut aller jusqu'à commencer à 2 partenaires de 2 États membres ou associés différents. Et certains challenges, dans les specific conditions, autorisent par dérogation le monobénéficiaire. Et c'est uniquement le challenge DNA, le 5, et le challenge Towards Healthcare Continuum. Voilà. C'est sur ces deux-là qu'il est possible d'aller en monobénéficiaire. Sinon, la règle générale, c'est à minima 2 partenaires de 2 États membres ou associés différents. Et juste un tout petit bémol, parce qu'on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais je le répète, parce que c'est toujours utile, dans le associé, vérifiez bien que votre partenaire, si vous avez un partenaire d'un État associé, qu'il est bien associé. Attention aux Suisses et aux Britanniques qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez associer un Suisse ou un Britannique, il faut l'ajouter en plus d'un autre partenaire qui permet de remplir cette condition d'éligibilité. Concernant le scope des maladies pour le Challenge Health Continuum, est-ce que l'apnée du sommeil vous semble éligible? Pour moi, d'après les réponses que j'ai pu... Mon interprétation, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique en biosciences, mais mon interprétation du Challenge Healthcare Continuum, je parle aussi sous ton contrôle, Elsa, de ce que tu as compris, c'est que non. Sauf à ce que vous me disiez, parce que peut-être que je l'ignore totalement et je m'en excuse par avance, que l'apnée du sommeil est une maladie, je dirais, qui, au même titre que les maladies cardiovasculaires ou du cancer, cause une mortalité forte. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ce n'est pas éligible. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mon excuse encore une fois, j'ai utilisé le terme un peu barbare de maladie mortelle. Mortelle Oui. à court moyen terme. Donc, il ne me semble pas, de ce point de vue-là, je serais très réservé, sans affirmer, mais je serais très réservé sur le fait que le suivi en continu de l'apnée du sommeil soit éligible. Je ne pense pas. Moi, je te rejoins, Laurent, là-dessus. Je pense que ça ne rentre pas dans le scope. Mais voilà, comme on disait, si vraiment vous avez un doute là-dessus, parce que pour vous, ça rentrerait, parce que c'est vous en soi les spécialistes, et comme dit Laurent, peut-être qu'on a une mauvaise interprétation de notre point de vue, on peut toujours écrire au programme manager. Là, pour la question de quantique, je vais retenir et on va écrire à la personne qui est en charge pour lui redemander si c'est bien OK d'être monobénéficiaire.
Par contre, pour les autres questions comme celle-ci, j'aimerais bien, si c'est possible, de nous renvoyer un petit mail via notre adresse générique. Comme ça, on a votre mail, on a concrètement votre formulation et on peut poser la question. Voilà, si c'est possible. Même s'il y en a d'autres qui vous viennent après et qui sont très pertinentes, on ne va pas poser des questions tout le temps non plus pour moindre doute. Mais en tout cas, pour des questions comme ça aussi importantes de scope et pour éviter de passer 4 mois sur la rédaction d'un projet qui est inéligible, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Donc, je coche celle-ci. Je n'ai toujours pas bien compris ce qu'est le portfolio et quelle est sa fonction. Comment tu veux qu'on procède, Laurent? Tu veux que on explique? Je peux essayer. En Au fait, pire, on alors le fait chacun notre tour. c'est dommage, on n'a pas le slide qu'on avait l'année dernière, tu sais, avec les petites billes là, Oui. qui seront. En fait, l'idée de l'EIC, la grande idée de l'EIC, c'est de constituer dès l'origine de développement de technologie de rupture des portfolios de projets par grande thématique qui, à la fois par la problématique sociétale et par la capacité de développer de nouveaux produits qui répondent à ces problématiques sociétales, ont la capacité in fine de créer des produits de rupture et de forte croissance, et qui répondent à un marché en attente et en forte croissance. Donc, c'est pour ça que l'EIC part d'une méthodologie en 2 temps. Un, on laisse venir toutes les bonnes idées qu'on n'aurait pas pu voir venir et qui sont potentiellement génératrices, je dirais, de résolution de problèmes sociétaux qu'on n'a peut-être pas très bien identifiés, mais avec, je dirais, in fine, un marché en attente. Ça, c'est le principe du open. Et 2, on a des programmes managers par thématique qui, eux, je dirais, savent ou anticiper quels étaient les besoins sociétaux sur lesquels il pouvait y avoir potentiellement une appétence forte du marché et qu'il fallait privilégier donc des technologies qui amenaient vers de futurs produits. Donc c'est ça qui constitue les portfolios. Et la fonction de ces portfolios, c'est de mettre ensemble un ensemble de projets à différents stades de maturité. Donc ça commence au Pathfinder, ça continue aux transitions. C'est un petit peu moins vrai sur l'accélérateur, je crois, mais encore que. Et donc ce portfolio de projets, ben, on va l'animer, entre guillemets, de façon à le porter, à le pousser à aller jusqu'au bout de la démarche TRL pour aboutir à un ou plusieurs projets, start-up, pourquoi pas, produits, services mis sur le marché avec un fort potentiel de croissance. Pourquoi pas la création d'une start-up, d'une entreprise qui va porter cette croissance et va être une future licorne, un futur champion, etc. C'est ça la logique des portfolios. Donc, comment ça se traduit en amont dans le Pathfinder sur les TRL 1 à 4? Eh ben, c'est le fait d'aller regrouper autour des grandes thématiques sociétales qui sont représentées dans ces 6 challenges, eh ben, des projets qui vont, de manière un petit peu variée, répondre à ces challenges. Donc, soit on va mettre en compétition des projets qui répondent à la même sous-problématique, si je puis dire. Par exemple, traiter à travers la cardiogénomique, la même maladie, la même pathologie, mais de façon concurrentielle, et on ne sait pas si, in fine, peut-être il va en sortir 2 produits concurrents, mais qui chacun aura sa vie et son explosion sur le marché, explosion au sens positif du terme. Soit au contraire, on se dit, bah non, on veut plutôt privilégier que plusieurs maladies soient couvertes. Et ça, c'est vraiment le programme manager qui est à la maîtrise de cette décision. Donc voilà ce que c'est qu'un portfolio. C'est une collection de projets à différents stades de maturité, le Pathfinder, ensuite le Transition, voire ensuite l'accélérateur, qui ont vocation à amener des résultats concrets avec, en résolvant à la fois en résolvant des grands problèmes sociétaux et en amenant d'une certaine façon une souveraineté technologique européenne pour les résoudre. Je ne sais pas si cette réponse un peu théorique, je m'en excuse, répond à votre question. Et si Elsa, tu veux continuer, compléter. Non, non, c'est très, très bien expliqué et juste pour, Mmh. compléter vraiment, mais en soi, c'est la même chose, mais en différent,
Si vous avez un comparatif, si vous étiez habitué à d'autres styles de projets sous Horizon Europe ou Horizon 2020, quand vous avez votre projet avec vos partenaires, vous êtes un électron libre, vous fonctionnez vraiment au sein de ce projet, vous êtes tout seul. Vous avez peut-être un project officer, quelqu'un à la commission qui fait l'interprète, enfin, voilà, ça va être votre interlocuteur, mais vous êtes seul en fait, avec que votre projet. Mais là, votre projet fera partie, on va dire, d'un engrenage qui s'appelle un défi, un challenge. Et donc là, potentiellement, comme on disait, sur un défi, vous avez 7 projets. Donc vous serez un des 7 projets et vous allez travailler en synergie avec ces autres projets-là sous la directive du programme manager pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés. Voilà, c'est juste qu'il faut penser que vous allez faire partie d'un tout et que vous n'allez plus un électron libre. Voilà. Mais bien sûr, vous avez votre projet en tant que tel. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument travailler avec ces autres projets en amont. Vous ne savez pas qui va être sélectionné. Mais si vous êtes sélectionné, il faut avoir ça en tête. Je ne sais pas si ça aide beaucoup plus, mais c'est pour mettre en opposition. Comme disait Laurent, on n'a pas notre petit schéma pour expliciter, mais vraiment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous êtes regroupés dans un groupe avec d'autres projets qui ont plus ou moins les mêmes objectifs, mais qui ont été sélectionnés en tout cas sur le même défi, selon la vision du programme manager. Voilà. Alors, ce regroupement, c'est un regroupement en termes de gestion de votre projet. On ne vous impose pas de travailler entre les projets. C'est simplement que dans le suivi de la progression de votre projet et les interactions que, comme dans tout projet européen, vous avez avec votre project officer, le programme manager, tient compte aussi des autres projets qui avancent en parallèle de vous sur le même challenge. Et d'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui a posé la question, alors je ne sais plus à quel programme manager, en disant oui, mais attendez, ça veut dire que vous pouvez nous demander pendant la réalisation de projet de partager de l'API avec ces autres projets. Et il a dit ah non, mais il n'est pas question de partager de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas un gros projet, c'est pas la fusion de 7 projets pour faire un gros projet en tant que tel. Et comme dit Laurent, ça va être de travailler ensemble. Ça peut être par exemple proposer de faire un événement ensemble, de partager des datas, mais pas des datas sensibles. Et puis vous avez toujours le droit de vous dire non si vous avez des raisons valables. Voilà, c'est de la synergie, mais vous restez un projet à part entière. C'est pas la fusion et un gros master projet qui serait créé. Donc je pense qu'on peut passer à la suite. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, on a fait notre maximum. Vous pouvez retourner sur la page Pathfinder Challenges qu'on a créée, la page générique où on réexplique normalement ça. Voilà, je pense que plus vous y habituerez à lire et à comprendre, plus ce sera clair, je pense. Quel est le profil type d'un coordinateur de projet Pathfinder Challenge? Senior expérimenté projet, un jeune responsable de start-up peut-il jouer ce rôle? A priori, les coordinateurs, c'est des personnes qui ont de l'expérience, mais ça ne veut pas dire senior non plus. Vous pouvez très bien être un jeune responsable de start-up, mais avoir géré pas mal de projets. On va dire qu'on va vous demander, Laurent, tu compléteras aussi, on va vous demander d'avoir une certaine expertise en termes de coordination, en termes de gestion, parce que là, si vous êtes coordinateur, vous allez gérer un budget à 4 millions. Vous allez gérer potentiellement d'autres partenaires si vous êtes 2, 3, 4, etc. Donc, c'est plus cette expérience-là qui est importante et bien sûr une certaine légitimité à porter le projet. Vous devez être en quelque sorte justifier le fait que votre institution soit l'épicentre, on va dire, et que vous êtes la personne adéquate pour cette gestion-là. Voilà. Donc oui, on voit des seniors expérimentés, mais on voit aussi des jeunes expérimentés qui apprennent le rôle de coordinateur. Je ne sais pas si Laurent, tu as quelque chose à ajouter. Non, simplement, il n'y a pas de profil type. Le profil moyen, ça va être plutôt, oui, comme on l'a vu dans les statistiques, hein, on est plutôt sur un leader de consortium qui a l'habitude d'avoir géré des projets collaboratifs, puisque vous avez vu qu'il y a très peu de projets monobénéficiaires qui sont passés. Après, une start-up qui va coordonner un projet avec plusieurs bénéficiaires, c'est pas impossible. C'est assez rare sur le Pathfinder malgré tout. Puisque justement, les quelques monobénéficiaires qu'il y avait eu la dernière fois, c'était des startups, enfin en tout cas les 2 français. Donc c'est possible. Par contre, dès lors qu'on est sur un consortium, c'est pas impossible non plus. Hein, mais il faut pouvoir prouver, être crédible dans la partie implémentation que vous avez la capacité à mener le projet. Vous avez cette capacité à la fois par un leadership, mais pas qu'un leadership personnel, aussi capacité par rapport à la façon dont le consortium a été monté, dont les équilibres sont faits, dont peut-être qui apporte des aspects critiques, etc.
Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment un profil type, mais enfin, c'est vrai qu'un profil moyen, on voit quand même malgré tout souvent je dirais, plutôt des chercheurs qui ont l'habitude de projets collaboratifs. En tout cas, dès lors qu'on est sur du collaboratif, sur du monobénéficiaire, on a vu des startups. Ouais. Alors, je crois que Euh, la question suivante, c'est par rapport au quantum, mais on va oui, vérifier. oui, on va vérifier, mais en fait, je suis en train de me dire que peut-être écrivez-nous quand même un mail parce que comme ça, vous serez la première personne informée parce que je ne sais pas qui vous êtes, c'est anonyme, je n'ai pas de nom. Donc, je pense que de toute façon, si on a l'information que c'est positif et que vous pouvez déposer en single entity, on préviendra tout le monde. Mais si on l'a en négatif et qu'on nous dit, bah non, non, c'est bien minimum 2, je ne saurais pas qui vous êtes et je ne vais pas renvoyer un mail pour expliquer à tout le monde ce qui est déjà écrit. Donc, écrivez-nous quand même un mail, comme ça sera mieux. Au moins, j'ai votre nom pour qu'on puisse vous contacter directement quand on aura la réponse. Voilà, c'est juste pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Je voulais juste le redire. J'y ai pensé par la suite. Si on a un consortium de 2 entités avec une entité suisse, c'est un monobénéficiaire ou un consortium? Alors, c'est légalement, juridiquement plutôt parlant, c'est un monobénéficiaire parce que l'entité suisse n'est pas un pays associé, n'est pas une entité qui est éligible, donc elle ne compte pas dans les 1, 2, 3 qu'on vous demande dans la constitution de votre consortium ou de votre entité monobénéficiaire. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, dans le sens où quand on parle de monobénéficiaire, on parle de consortium de 2, de 3, de 4, on compte toujours les États membres ou pays associés. Si vous rajoutez une entité qui ne fait pas partie de ça, c'est un plus 1, si je puis dire. C'est un plus 1. Donc là, si vous êtes France plus Suisse, vous êtes juste France, monobénéficiaire, avec un plus 1 suisse. Par contre, pardon, vas-y Laurent. Non, 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 non. Par contre, il faut garder en tête quand même le fait qu'ils ne sont pas financés, du coup, par la Commission européenne, et qu'il faut justifier. Si vous ne demandez pas de financement pour eux, bah, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de justifier, mais je pense que là, il faut avoir un bon argumentaire dans le sens où faut expliquer pourquoi cette composition particulière de consortium et pourquoi vous avez besoin de la Suisse, notamment comme participant. Je ne sais pas si Laurent, tu voulais ajouter quelque chose. Bah, simplement que dans le cas qui est exposé par la personne, ça veut dire que ce sera possible que sur le challenge DNA ou le challenge Tout Healthcare à fait. Continuum. Oui, tout à fait, Et oui. ça veut dire aussi que vous devez, dans la demande de contribution communautaire attachée à l'entité suisse, mettre 0. Et alors, On mais peut là, rentrer dans l'exceptional voilà, funding. là, à manipuler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes, sauf à dire que l'entité suisse est d'une importance vitale au niveau planétaire. Il n'y a personne d'autre qui puisse faire ce qu'ils amènent et que ça peut valoir le coup que la Commission européenne mette de l'argent communautaire pour une entité d'un pays qui n'est pas associé. Mais là, je ne jouerai pas trop avec ça parce qu'on l'a vu, mais c'est vraiment assez exceptionnel que ce C'est soit très rare. pris en compte. C'est Donc, risqué. le cas Pardon, vas-y. général, c'est de dire, OK, bah, on les prend, mais ils demandent 0, et ce sera la Confédération helvétique qui complétera. Oui, Et ce qu'ils font d'ailleurs, ce qu'ils font d'ailleurs. oui, il faut voir avec eux directement comment et quelles sont les conditions, mais oui, normalement, il y a une aide. Effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle le exceptional funding. Donc, de base, vous pouvez ajouter un plus 1, il n'y a pas de souci. Ne pas demander de financement, donc bien mettre 0 dans requested contribution, ça c'est très très important, parce qu'à partir du moment où vous mettez un montant dans montant requis ou demandé, vous rentrez dans ce qu'on appelle le exceptional funding, et là, ils vont évaluer, comme dit Laurent, est-ce que vous avez une pertinence à sortir de l'Europe pour trouver cette compétence. Il faut bien argumenter. Et le risque, c'est qu'ils disent bah non, on trouve pas, on pense que ce n'est pas vrai, qu'ils n'ont pas une compétence qui est introuvable en Europe. Et donc là, ils vont se faire sucrer tout leur budget, qui en soi faisait partie des 4 millions. Donc votre budget va se faire sucrer, si je puis dire. Voilà. Imaginons que vous aviez prévu de mettre, on va faire un truc simple, 2 millions, 2 millions, ou même 500 000 euros. Et donc, vous vous retrouvez avec moins 500 000 euros parce que l'évaluateur a jugé que ce n'était pas essentiel. Après, si c'est vraiment essentiel et qu'il y a une vraie valeur, on l'a vu, mais c'est risqué. C'est risqué. Voilà. Après, il n'y a aucune règle qui sous-tend ce que je vais vous dire, mais du monobénéficiaire avec une entité suisse, sauf vraiment à prouver qu'ils amènent une compétence qui n'existe nulle part ailleurs en Europe,
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est intangible ce que je vais vous dire, hein, mais j'éviterai. Oui, non, moi je te rejoins dans le sens où là, faut préparer l'argumentaire dans sa proposal, là, parce que c'est assez particulier. On peut noyer, alors excusez-moi du mot, c'est pas très. J'aime beaucoup nos amis suisses, qui sont d'ailleurs très, très proactifs sur les programmes de recherche et développement. Mais on peut noyer, entre guillemets, si vous m'excusez le mot, une entité suisse dans un consortium de 4-5, ça passe. En monobénéficiaire avec juste un partenaire suisse, je ne suis pas sûr que ça passe. Compte tenu des relations entre la Suisse et l'Union européenne en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit forcément bien vu si à un moment vous êtes en balance. Voilà. Si votre projet il est génial, vous répondez à un besoin que personne d'autre n'a vu, que tout est parfait, ok, mais c'est pas forcément se mettre un atout de plus dans la manche, quoi. Donc voilà. Alors après, si vous me dites que, j'imagine que, par exemple, vous travaillez avec cette entité suisse depuis des années, il y a une collaboration qui existe, il y a une complémentarité, vous vous entendez bien, il y a vraiment, vous avez déjà peut-être participé à des projets européens ensemble, ils sont pignon sur rue du côté dans Horizon, pourquoi pas? Voilà. Mais même s'il n'y a pas de règle qui sous-tend, j'éviterais d'aller sur un consortium monobénéficiaire, enfin, je dis à dessein consortium monobénéficiaire, même si ça peut paraître antinomique, avec une entité suisse. Après, un consortium de 3, 4, 5, pourquoi pas. Mais à 2, j'éviterai. Et Alors, puis, ouais, vas-y, si tu veux, dernière question. alors sur celle-là, j'ai déjà répondu à une question similaire, je crois. La Oui, DMLA, donc la dégénérescence maculaire. maculaire, hein, si c'est bien ça. Je pense que pour la même raison que l'apnée du sommeil, mon analyse, c'est que non, ça ne fait pas partie des maladies ciblées. Oui, oui, oui. Encore l'apnée du sommeil, j'ai plus de doutes, mais après, c'est vraiment une vision personnelle voilà. Mais là, il me semble, du moins de ce que j'en vois, c'est que c'est une maladie qui est invalidante, mais qui n'est Mm. pas mortelle à terme. Donc, c'est handicapant, effectivement, mais ça n'a pas l'air d'être dans le scope de maladie que veut viser ce challenge-là. Donc là, j'ai encore plus de doutes sur le fait que ça puisse rentrer dedans par rapport à l'apnée du sommeil. Voilà, Euh, je crois que tu as dit le terme que je n'avais pas été capable de trouver, c'est invalidante. ouais. Les maladies invalidantes ne me paraissent pas être prioritaires, voire même éligibles dans ce défi Healthcare Continuum. Mm. Donc voilà. Donc ça m'a l'air d'être la dernière question. J'ai l'impression qu'on a laissé le temps pour voir s'il y avait d'autres questions, mais ça a l'air d'aller. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous aviez. J'espère qu'on a pu répondre aussi à vos attentes. Si vous aviez des attentes, notamment sur la partie scientifique, effectivement, bah, nous, on ne voulait pas faire un doublon avec ce qui a été fait de manière très pertinente hier. Donc, on vous tiendra au courant dès que les documents, dès que les slides ou les vidéos seront en ligne pour chacun des challenges. Faut pas hésiter si vous avez vraiment des questions précises vous, qui vous empêchent de dormir le soir parce que vous avez peur d'être hors scope dans votre projet. Faut pas hésiter. Nous, on les fera remonter au programme manager. Après, voilà, ça reste des humains, donc on ne sait pas dans quelles conditions et combien de temps ils nous répondront. Mais nous, on fera remonter l'information, ça c'est sûr. Donc, on vous informera dès qu'on aura la réponse. Cet été, il y aura toujours quelqu'un qui est là entre nous deux, à part peut-être vers le 15 août, mais j'imagine que ce ne sera pas la période la plus forte en activité. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera là, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter par mail. C'est plus efficace. Donc voilà, n'hésitez pas. Et s'il n'y a plus d'autres questions, bah, on va. Alors, Et juste Elodie, pour peut-être dire que tu que voulais je compléter. remercie aussi Géraldine Camilleri qui a partagé dans le chat le fameux diagramme qui explique un peu la notion de portfolio que l'on a mentionné. Donc, merci Géraldine. Ah, Oui, moi, super. Bah, merci je le beaucoup, garde Géraldine. toujours parce que c'est vrai que, bah, en fait, en une image, on comprend bien l'évolution de la philosophie. Oui, comme ça, on n'oubliera pas pour la prochaine présentation que, en soi, il est vraiment nécessaire ce petit schéma. Mais merci beaucoup en tout cas, Géraldine. Et ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous. Au revoir.